Salut à tous et bienvenue dans le podcast Hors Jeu Capital 100% PSG. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Je voulais vous remercier pour l'émission qu'on a fait la semaine dernière, le podcast. On n'était que en effectif restreint avec Mousse et Yacine. On avait fait sur les années de Thiago Silva au PSG. Il a dépassé 3000 vues sur YouTube. Donc voilà, ça nous fait plaisir. Merci pour les commentaires et on espère que le contenu vous plaît. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo. Ça nous fait toujours plaisir. Avant de vous présenter le sommaire de cette émission, il y a beaucoup de sujets à traiter du côté du PSG. Je vais vous présenter mon équipe. Alors tout d'abord, la même équipe que la semaine dernière avec Mousse et Yacine. Ça va les gars? Ça va bien, merci, et toi? Bah écoute, Et très vous content. tous d'ailleurs. Salut Hugo, salut Yacine et salut Olivier. Tout va bien, merci. Je vais présenter notre invité, Olivier Talaron, journaliste de Canal+, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous dans le podcast aujourd'hui. Merci Olivier d'être avec nous, ça nous fait pas de plaisir. souci. J'aurais dû mettre mon maillot, hein. Ah. J'aurais dû mettre le maillot. Je savais pas qu'on mettait le maillot, moi, pendant l'émission. Ah, En fait, il n'y a que le boss qui a le droit de le mettre. Ah, Donc, ouais. Non, je déconne. Hein. Si tu peux, Olivier. Par contre, on peut te laisser le temps d'aller chercher ton maillot, Olivier. Hein. Pas de problème. Hein. Ouais, mais il est un peu crade parce que j'ai couru avec, en fait. Non, mais c'est vrai, en plus. Ça se sentira pas. C'est celui de la Ligue des Champions, là, celui de cette année, le blanc, le Ferd? Non, je n'ai même pas le blanc, tu sais. Faudrait que. Ouais, j'attends que tu devais me le filer, donc. Non, t'as plus d'argent que moi. Ah, voilà, ça me fait plaisir de t'avoir avec nous, Olivier. On se connaît évidemment via Canal+, qu'on travaille tous les deux là-bas, mais ça, voilà. Je voulais que tu viennes en faire une avec nous et pourquoi pas revenir avec plaisir. Ouais, merci beaucoup, Olivier, en tout cas. Merci d'avoir accepté. Pas de souci, c'est normal. Alors, je vais vous parler du sommaire. Maintenant que je vais vous présenter l'équipe, on va revenir. Alors, on va faire un podcast un peu particulier. On va parler uniquement, on va dire, de l'interview accordée par Leonardo au Journal du Dimanche, au journaliste Solène Chérier. On va revenir sur plusieurs entrées, parce qu'il y a beaucoup de choses dont parle le directeur sportif du PSG dans l'interview. On reviendra tout d'abord en première partie sur la fin de l'aventure parisienne pour Thiago Silva et Edinson Cavani. Au moins, il l'a annoncé, c'est clair. Les deux joueurs ne seront pas prolongés pour la saison prochaine. On parlera ensuite du cas de l'entraîneur allemand Thomas Tuchel, qui est confirmé par Leonardo sur le banc du Paris Saint-Germain. On parlera ensuite des cas des jeunes Titi, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, dont on parle très régulièrement en ce moment, sur le fait que les deux joueurs ne voudraient pas prolonger au PSG. Ce sera intéressant de s'intéresser un peu à leur situation. Et enfin, on terminera on se tournera un peu vers la suite du projet QSI. Est-ce que c'est la fin d'une époque avec le départ de Cavani et Thiago Silva qui avaient lancé ce projet QSI en 2011 au rachat du PSG par les Qataris? Ce sera l'occasion de voir un peu la politique. Et justement, Leonardo en parle dans cette interview de la politique menée par le PSG dans les futures années à venir pour le PSG. On va donc commencer avec le premier thème, comme je vous le disais, la fin de l'aventure parisienne pour Thiago Silva et Edinson Cavani, donc les deux joueurs qui ne prolongeront pas leur carrière au Paris Saint-Germain. Je vous cite la citation de Leonardo dans l'interview accordée au JDD. Donc, ça a été une décision très difficile à prendre. Ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du club. On se demande toujours s'il faut continuer un bout de chemin ensemble ou s'il ne vaut pas mieux éviter l'année trop. Les histoires étaient tellement belles, mais oui, on arrive à la fin. Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive. Peut-être qu'on s'en trompe, je ne sais pas. Il n'y a jamais de moment parfait. Alors, on en a beaucoup parlé dans le podcast ces dernières semaines avec Yacine et Mousse, donc je veux te faire réagir, Olivier, en premier dessus. Est-ce que pour toi, c'est la bonne année de faire partir les deux joueurs qui ont marqué l'épopée QSI au PSG, qui sont là, je rappelle, Thiago Silva depuis 2012 et Cavani depuis 2013. Est-ce que pour toi, c'est la bonne année pour ne pas les prolonger et renouveler l'effectif? Moi, je pense que c'est la bonne année. Déjà, est-ce qu'il y avait vraiment du suspense? Il fait un peu de com', je pense, Leonardo. Moi, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de suspense. Plus par rapport à Cavani, je pense que Cavani, dans l'esprit des gens, on s'attendait à ce qu'il ne prolonge pas, très sincèrement. Il y avait ceux qui voulaient qu'il prolonge, mais je pense qu'au fond de nous, on savait que Cavani ne continuerait pas, surtout depuis la signature d'Icardi. Pour Thiago Silva, moi, franchement, j'étais plutôt partisan peut-être de faire une année en plus, parce que c'est quand même Thiago Silva, quoi. On a l'impression que c'est un guignol quand on entend certains parler de Thiago Silva. Ça reste Thiago Silva, et à son âge, et pour un championnat comme la Ligue 1, et pour quelques matchs de Ligue des Champions, même si on peut le critiquer sur plein de choses, ça reste quand même un boss, Thiago Silva. Je suis désolé, moi. Donc moi, je pense que pour Thiago Silva, c'était pas forcément la bonne année. Je pense qu'il aurait fallu continuer au moins un an, mais il y a des contraintes salariales. Peut-être que Mousse pourra nous en parler, mais on sait qu'il n'a pas voulu faire beaucoup d'efforts, Thiago Silva aussi, par rapport à sa prolongation.
par rapport à une éventuelle prolongation. Et puis pour Cavani, moi franchement, moi je le dis, alors peut-être qu'il y a 3/4 des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Pour moi, ça fait 2 ans que Cavani est cramé. Ça fait 2 ans que Cavani n'est plus au niveau. Ça fait 2 ans que Cavani est sur le déclin. Et à un moment donné, tout ce qu'a donné Cavani, ok, meilleur buteur de l'histoire du club, son état d'esprit, son amour du public, mais il faut savoir tourner la page. Enfin, franchement, Cavani commence à être âgé. Cavani, c'est plus le passé que l'avenir. Et on ne fait pas du social au PSG. À un moment donné, il faut tourner la page et il faut peut-être penser à l'avenir. Et Cavani, tout Cavani qu'il est, je pense qu'aujourd'hui, c'était la bonne année pour s'en séparer. Et d'ailleurs, il le dit très bien, Thiago Silva, hein, c'est difficile de prendre cette décision parce que voilà, il a fait tellement de belles choses au PSG. Quoique, même là-dessus, on pourra en discuter parce que moi, je trouve qu'il n'a pas été décisif dans des gros matchs. Je continue à le dire. On en a parlé beaucoup dans le podcast la semaine dernière, justement, point sur ces 8 années au PSG. Mais voilà, Cavani, ok. Thiago Silva, allez, une année de plus, j'aurais pas été contre. Yacine, on a parlé beaucoup de Thiago Silva, donc on va plutôt se pencher sur Cavani. Est-ce que tu partages le discours d'Olivier sur Edinson Cavani c'était le moment, ça fait même peut-être déjà plus longtemps qu'il aurait dû partir du club? Depuis longtemps, je ne sais pas, parce que le marché des avant-centres, il est aussi très cher et il est compliqué. Et s'il y a beaucoup les très bons, ils sont déjà en poste dans des gros clubs, etc. Donc c'est compliqué. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a l'âge, il y a le salaire. 33 ans, c'est des joueurs. 35 ans et 35 ans pour Thiago Silva et des salaires compris entre 16 et 18 millions d'euros pour les deux. Voilà, donc il faut savoir quand même malgré tout que, ok, ça a été des très bons joueurs, ils ont rendu service, etc. Mais tout le monde le sait que ça a été un peu des salaires un peu surpayés, enfin ils ont été surpayés pour les attirer en Ligue 1. Donc effectivement, encore une fois, on n'est pas les comptables du PSG, mais c'est des raisons qui sont à prendre en compte. Voilà. Après, il y a aussi le renouvellement, c'est-à-dire qu'on le savait déjà l'année dernière, on l'avait annoncé dans plusieurs podcasts, etc., que Leonardo était revenu aussi pour renouveler un peu l'équipe, parce qu'il y a pratiquement la moitié de l'équipe qui était là quand il est arrivé. Et donc, on savait que ça faisait partie des joueurs à partir du moment où tu as plus de 30 ans. Voilà. Et que ce soit Cavani ou Thiago Silva, en plus, c'est deux marchés très compliqués, parce que même les défenseurs centraux, quand on voit le prix de certains défenseurs centraux très moyens qui sont achetés par Manchester City, pour avoir un très bon défenseur central, il faut mettre de l'argent. Alors, effectivement, Thiago Silva aurait peut-être pu rester un an de plus. Le problème, c'est son statut déjà de capitaine. C'est son statut par rapport à 8 ans au PSG. Est-ce qu'il est capable, lui, d'être plus dans la rotation? Est-ce qu'il est capable de laisser un peu sa place? Est-ce qu'il est capable de… Voilà, ça, c'est compliqué à gérer pour un groupe quand on a son statut à lui, en tout cas. Pour Cavani, tu as eu l'opportunité Icardi, c'est pas du tout les mêmes rôles, enfin le même jeu, mais en tout cas c'est deux vrais grands avant-centres. Voilà, je pense que Icardi correspondait bien à ce qui se fait autour de lui avec Neymar, avec Mbappé, etc. Voilà, c'est le moment. Et moi je dis toujours, c'est que on a toujours en tant que supporter un peu cette émotion de se dire ouais, on a envie de garder les joueurs et tout, mais à ce moment-là, Suzy il aura encore un contrat. Donc à un moment donné, il faut tourner là. Non, mais c'est comme tout. Et puis les joueurs, quand ils ont envie de partir, ils font pas de sentiments non plus. Donc à un moment donné, il faut tourner la page. Tu as des opportunités pour remplacer, tu les as. Bah, Et voilà, en plus, après, merci pour tout, quoi. Et en plus, j'ajouterais juste avant de Mousse de dire quelque chose, évidemment, mais moi, franchement, sur la fin, j'avais de la peine pour Cavani. Le voir sur le banc comme ça, putain, mais c'est pas sa place pour un joueur de ce standing, tout ce qu'il a donné au club. Le voir finir comme ça sur le banc, plus jouer un match quasiment, Edouard Icardi qui arrive en 2 matchs, il lui a réglé son compte en gros. Voilà, bon, c'est triste. Hein. Moi, ce qui me fait juste un peu chier, c'est que j'espère qu'il y aura des adieux quand même pour Cavani, parce qu'il faudrait quand même. Justement, Olivier, dans l'interview, avant de te laisser la parole, Mousse, il parle aussi du fait de les prolonger pour 2 mois, pour les 2 finales de Coupe nationale qui restent à jouer et le quart de finale de Ligue des Champions. Alors, je vous cite Leonardo. Maintenant, la Ligue des Champions est encore en ligne de mire et l'idée, c'est de poursuivre la compétition avec eux jusqu'à fin août. Mais la manière dont on peut y parvenir n'est pas encore claire du point de vue juridique. Donc, sur ça, Mousse, c'est vrai qu'on n'a encore pas les détails, mais comme le dit Olivier, on espère au moins qu'il y aura évidemment une cérémonie d'adieu ou un match d'adieu pour les 2 joueurs qui sont dans les top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire du club. Hein. Déjà, on répète qu'ils ne sont pas, eux, obligés de répondre favorablement à la proposition de prolongation. Il n'y a rien qui les oblige. Si, par exemple, Thiago Silva décide de ne pas continuer l'aventure et donc de ne pas finir non seulement les 2 coupes nationales, les 2 finales, mais aussi la Ligue des Champions, il est dans son droit. Et vu qu'il il doit être
passablement énervé. On peut imaginer que Thiago Silva, vu son âge, pense à un risque de blessure pendant ces 2 mois, que si jamais il se blesse, si jamais il s'agit d'une grosse blessure pendant la compétition du mois d'août, c'est-à-dire les 2 finales, la fin de la Ligue des Champions, imaginons qu'il se blesse grièvement, il est en fin de contrat, on le rappelle, ça voudrait dire qu'il prend un risque aussi de son côté. S'il se blesse grièvement, quel club voudra le prendre? À 35 ans, tu ne te remets pas d'une blessure grave comme quand tu as 23 ou 24 ans. Donc c'est compliqué. Cavani, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il acceptera parce que c'est un compétiteur et il n'y a aucun problème là-dessus. Mais pour Silva, j'ai un doute. Hein. Alors, peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il viendra, il viendra avec grand plaisir. Mais sur Silva. Il est rentré à Paris déjà. Oui, il est rentré à Paris parce qu'il a un contrat jusqu'au 30 juin et que l'entraînement reprend le 22. Donc s'il veut toucher son salaire, il a plutôt intérêt. Maintenant, encore une fois, moi, ce n'est pas une info. Hein. C'est juste que connaissant le personnage, bon, Silva, voilà, on en a déjà parlé plusieurs fois sur sa mentalité, son caractère. C'est quelqu'un dans le vestiaire qui n'est pas si apprécié que ça. Les autres joueurs s'en méfient beaucoup. Donc, tu l'as dit, Mousse. Alors, j'ai lu des choses aujourd'hui. J'ai aucune info là-dessus. Hein, je le dis. Il semblerait que Neymar n'ait pas trop apprécié le fait qu'on dise à Thiago Silva, allez, c'est fini. Je sais pas, vous n'avez pas lu ça aujourd'hui? Je ne l'ai pas lu, j'ai pas d'infos là-dessus, mais honnêtement, alors peut-être c'est juste parce que c'est son compatriote. Hein. Ils sont potes, hein, évidemment, hein, mais je crois pas vraiment que ça va peiner Neymar plus que ça. Honnêtement, Après, il y a aussi le fait peut-être que ça a joué aussi que Thiago Silva, qui était en fin de contrat, et n'est pas accédé parce que c'était le relais donc, de l'équipe, du vestiaire, dans la baisse des salaires, où voilà, il y a plusieurs clubs qui sont accordés à un joueur en Ligue 1 et même partout en Europe. Thiago Silva n'a pas trouvé d'arrangement, on va dire, avec le club. Ça a aussi un peu joué, peut-être, Olivier, dans les relations entre le club et puis Thiago Silva. Ce qui me paraît bizarre, c'est que tous les joueurs, un à un, disaient tous, oui, on va baisser notre salaire, et qu'au final, il n'y en a aucun qui a baissé son salaire. Bon, on n'est pas dans le secret des dieux. Non, et puis on va pas mettre tout sur l'eau Thiago Silva. Enfin, je sais pas. Non, bien sûr. Marquinhos aussi qui négociait, hein, je crois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Thiago Silva a beaucoup traîné les pieds. Ouais. Il n'était pas toujours disponible. Il ne s'est pas rendu disponible pendant la période de confinement. Bon, il est au Brésil, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'est pas rendu disponible pour pouvoir négocier sur le groupe avec les dirigeants, etc. Effectivement, ils en ont parlé entre eux, mais lui faisait clairement partie de ceux qui ne souhaitaient pas baisser leur salaire. Et lui, vraiment, c'est par pure vengeance, en fait. Hein. Il y a pas de... Je pense que s'il avait obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire 2 ans de prolongation et qu'on ne touche pas trop à son salaire, je suis sûr qu'il aurait communiqué sur les réseaux là-dessus en expliquant que c'est la tête de gondole, que c'est lui qui négocie, etc. Ce que ça sous-entend, et moi c'est ce que je pense, c'est que le cas de Thiago Silva est réglé depuis un peu plus longtemps qu'on ne le croit. Et qu'il le sait, il sait qu'il ne va pas être prolongé depuis quelques semaines, voire peut-être quelques mois. Olivier, son cas est réglé depuis à peu près 2 semaines avant le match aller face à Dortmund. Nous, on avait sorti l'information en février. Et voilà. Tu vois, je me rappelle très bien que Paris United, vous aviez sorti. Février, et on savait qu'il y aurait. Voilà. Après, nous, on l'avait sorti bien avant le Covid. Donc, effectivement, pendant le Covid, il y a eu des petites tractations. Ça a pu remettre des choses en question, oui, le Covid. Exactement. Mais finalement, tu vois, ça n'a pas bougé dans l'esprit de Leonardo. Et finalement, il s'est tenu à ce qu'il avait prévu, c'est-à-dire une non-reconduction de son contrat. Et encore une fois, c'est normal. Pour Cavani, je suis un peu mitigé. Je pense pas qu'il soit cramé depuis 2 ans, comme tu le disais, Olivier. Par contre, depuis l'année dernière et la fin de saison, rappelez-vous de sa blessure lorsqu'il tire le penalty. Et effectivement, il a eu beaucoup de mal à revenir après cette blessure. Donc, je pense que ça fait à peu près 1 an. Ouais, ça fait beaucoup souffrir pendant 1 an, notamment, où il a eu plusieurs opérations dessus. Donc... Mais par ailleurs, c'est un joueur qui a été très peu blessé lors de son parcours au Paris Saint-Germain. Oui, ouais. Mais du fait, de plus en plus âgé, de plus en plus blessé quand même. Parce que c'est aussi Olivier, de par son style de jeu et l'énergie qu'il dépense à chaque match, évidemment que ensuite à 32-33 ans, tu récupères beaucoup moins vite qu'il y a 5-6 ans. Mais je suis d'accord avec toi, il était un peu rincé vers la fin, Cavani, et je pense que c'est le bon moment pour qu'il parte. Alors, pour revenir sur les salaires, peut-être que Thiago Silva avait des crédits à payer comme Payet. Hein. C'est pour ça qu'il n'a pas baissé son salaire. Hein. Rappelez-vous la déclaration de sa femme qui avait peur de ne pas trouver des pâtes et des papiers toilettes. Donc, oui, je suis d'accord. Il y a eu le réapprovisionnement des supermarchés, donc c'est pour ça qu'il rentre sur Paris. Oui, ils ont dû recevoir un mail de Carrefour.
Dieu merci. Dans l'ITV, Yacine, on parle de Thiago Silva et Cavani, mais il y a d'autres joueurs qui sont concernés en fin de contrat, notamment Layvin Kurzawa et Thomas Meunier. Oh merde, Layvin Kurzawa, les gars, oh merde. Les joueurs préférés d'Olivier. Hein. Non, en plus je le chambre, mais j'aime bien. C'est un mec qui est très. Moi, je l'adore. C'est un mec toujours open pour discuter. Il est. Bon, voilà. Peu importe. Ça n'a rien à voir avec le joueur, mais le joueur lui-même, oui, c'est normal qu'il parte. C'est normal. Donc, il disait Leonardo à propos des autres joueurs en fin de contrat. Ça me fait rire parce que je savais que Olivier, évidemment, allait rigoler quand j'allais parler des autres joueurs. Mais, non, pas Meunier. Meunier, moi, je voulais qu'il reste. Oui, Meunier, oui. On est un peu les seuls à le défendre, Meunier. Je cite Leonardo. L'idée, c'est aussi d'en rester là avec eux, mais il faut qu'on discute des 2 mois qui viennent. On va essayer de garder tout le groupe pour la Ligue des Champions. Donc, en fait, Yacine, ça concerne aussi bien. Alors, évidemment, ça a moins d'ampleur parce que ce n'est pas des joueurs qui sont titulaires au Paris Saint-Germain cette saison. En tout cas, Thomas Meunier, il a beaucoup joué, mais il a aussi été un moment un peu dans la balance. Layvin Kurzawa, c'est la doublure de Bernat. Et puis, je ne parle même pas de Choupo-Moting qui n'était même plus sur la liste de la Ligue des Champions pour la deuxième partie de saison. Mais il faudra aussi régler le cas de ces joueurs. Et en tout cas, c'est réglé parce que dit Leonardo, il ne sera pas prolongé. Donc, il va vraiment avoir une refonte de l'effectif la saison prochaine. Ouais, de toute façon, on l'a répété plusieurs fois cette saison. Après, c'est vrai que là, déjà, moi, ces 2 mois, ils posent quand même problème parce que l'UEFA, ils sont bien gentils de mettre des compétitions au mois d'août. Mais si les joueurs refusent, parce qu'ils peuvent refuser, Paris peut être avec 5 ou 6 joueurs de moins dans l'effectif. C'est énorme. C'est quand même un gros problème parce que quel que soit le niveau des joueurs, Bernat se blesse et à droite, il est Kerrer. Tu vas partir avec Dagba, avec. Je veux dire, t'as pas Yacine, c'est vrai pour tous les autres clubs. Hein. Oui, bien sûr. Mais j'ai l'impression que nous, cette année, on est un peu plus sur les fins de contrat, il y en a un peu plus chez nous, c'est ça le problème. On n'avait pas prévu le Covid, alors du coup, on avait prévu d'arrêter la saison avant le 30 juin. Donc c'est un problème. Après, de toute façon, le renouvellement, Leonardo, il était parti là-dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se demande un peu où il va. Parce que, encore une fois, ce marché-là, cet été, il est spécial. C'est-à-dire qu'au départ, l'idée, c'était ça, mais aujourd'hui, il y a un marché spécial qui va s'ouvrir avec des dates bizarres, avec des clubs qui vont être plus compliqués à contacter et à négocier parce qu'il y a des problèmes d'argent partout. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un problème. Après, c'est le vrai problème aujourd'hui, pour moi, c'est ces 2 mois. Voilà. Les 2 mois qui arrivent là, si tu te retrouves avec des joueurs qui, comme le dit Mousse, alors pour Silva, c'est un peu une vengeance, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui vont le prendre comme ça aussi. Compliqué de partir avec un groupe en Ligue des Champions. Il n'y a pas que la vengeance, il y a aussi le fait qu'il soit âgé, c'est un risque pour lui de reprendre une compétition après 3 mois d'arrêt. Eux, ils sont plus jeunes, c'est pour ça que déjà qu'il y a des risques de blessures pour tout l'effectif, parce que quand tu t'arrêtes 3-4 mois et que donc là, ils reprennent le 22. Il risque d'y avoir un premier match, donc c'est la finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon. Donc, ça serait 1 mois et 8 jours après la reprise, tu vois. Si tu arrives à caler 1 ou 2 matchs amicaux en juillet, c'est cool. Mais même ça ne suffira pas parce que tu auras quoi dans les jambes? 2 semaines de préparation, peut-être 1 semaine de pur foncier, et après, tu vas retoucher un peu le ballon un peu plus tard. Mais ça va être compliqué parce que tu vas arriver dans une compétition, et là, je parle que de la Ligue des Champions, où tu arrives en quart de finale. Là, il s'agit de la terminer, tu la débutes pas. Et sur des matchs secs. Donc, sur des matchs secs, tu es censé tout donner pendant 90 minutes. Sauf qu'encore une fois, il faudra voir la préparation, comment va se passer, mais il y a de gros risques de blessures pour mais bon, après Mousse, ça reste quart de finale de Ligue des Champions, une phase finale. Moi, je vois pas beaucoup de joueurs qui la refuseraient quand même. Si? Non, c'est pour ça que moi je parle que de Silva et j'ai dit que c'est pas une info, c'est ce que je pense moi. J'imagine que sur tous ceux à qui on va proposer, peut-être celui qui risque de chipoter un peu, on va dire. Surtout que n'oubliez pas que le match retour, la charnière centrale, et elle a été impeccable, c'était Kimpembe et Marquinhos. Donc lui peut se dire à quoi bon que je revienne, vu que sans doute on va me mettre sur le banc. Puis il y a aussi cet aspect-là. Il y a Jean-Michel Aulas qui a proposé d'organiser un tournoi au mois de juillet. Hein. Vous avez vu, avec plusieurs équipes de Ligue 1. Je crois que tu allais dire que Aulas voulait récupérer Silva. D'ailleurs, Jean-Michel Aulas a dit que le tournoi allait se dérouler, qu'il avait l'accord du PSG. C'est parce que dit Leonardo pour l'instant. Leonardo a dit c'est pas réglé, on verra. Leonardo, c'est ça, exactement. D'ailleurs, Olivier, nous on a déjà parlé un peu de ça, mais le nouveau, on va dire, ce qu'a prévu l'UEFA pour la Ligue des Champions pour le mois d'août, on va dire en match justement, donc à sens unique, pas de match aller-retour, juste en match sec comme ça. Je pense que c'est un format qui peut correspondre au Paris Saint-Germain, ou alors ça va être un peu plus compliqué avec notamment les organismes qui vont
vont avoir du mal à reprendre avec l'arrêt des compétitions. Hein. Il y aura moins de matchs, donc c'est peut-être mieux pour le PSG. Mais le PSG sera de toute façon désavantagé, entre guillemets, par rapport à tous les clubs qui ont joué 10 matchs, 12 matchs, 13 matchs avant la compétition. C'est une évidence. Je ne sais pas jusqu'à quel point. Moi, je ne suis pas préparateur physique. Leonardo a l'air de dire que pour Paris, ça sera compliqué de jouer avec si peu de préparation et si peu de matchs, surtout jouer avant. Après, est-ce que la fraîcheur fera que ça compensera un petit peu par rapport aux autres? Moi, je ne suis pas certain. Bon, en tout cas, la formule, moi, ça m'excite assez. Voir une phase finale comme ça sur des matchs secs, c'est pas mal hein, comme tournoi, hein, franchement. Au Il Portugal. n'y a pas que Paris, toute équipe de coupe, donc ça peut évidemment réussir à un club. Et s'il n'y a pas de public, Paris est meilleur. C'est vrai aussi. Mais malheureusement, ils ne pourront pas faire le déplacement en bus et se mettre du stade de Benfica pour rencontrer les joueurs. Pour les coupes nationales, et Nathalie Bois de la Tour l'a dit sur les antennes de Canal hier au Canal Football Club, donc elle a bon espoir que pour les 2 finales de coupe au Stade de France. Du public, ça permettra aussi, pourquoi pas aussi à Cavani de dire au revoir au public parisien, même si je suis sûr qu'il reviendra quand même au parc, comme l'avait fait Pastore à l'époque. C'est impossible qu'il ne dise pas au revoir au Parc des Princes. Donc, ce sera peut-être en octobre, peut-être en septembre, mais je pense qu'il reviendra. On va passer à notre deuxième partie sur l'ITV accordée par Leonardo au Journal du Dimanche. On va parler de l'entraîneur en poste, Thomas Tuchel, qui pour Leonardo va rester la saison prochaine. Je cite Leonardo, il lui reste 1 année de contrat et il sera sur le banc la saison prochaine. Le travail est bien fait, les résultats sont bons. Une prolongation, on a le temps d'y penser. Yacine, on en a parlé un peu dans le podcast. Est-ce qu'on doit croire à Leonardo ou est-ce qu'il fait un peu, comme on sait, il est très très fort là-dessus, un peu de communication et on va dire que son quart de finale de Ligue des Champions lui permet d'être en poste la saison prochaine au PSG. Est-ce qu'on doit croire à un président qui maintient sa confiance en entraîneur? Mais il n'est pas Je suis pas sûr. C'est tout comme Olivier, c'est presque le président aujourd'hui. Ouais, mais il faut rappeler quand même que Thomas Tuchel, c'est pas un choix de Leonardo et c'est un choix qui vient de plus haut, beaucoup plus haut. C'est vrai. Ouais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, oui, effectivement, le match de Dortmund, je pense que ça l'a bien aidé, ça c'est clair. La situation aussi, parce que malgré tout, il a encore 1 an de contrat, c'est-à-dire qu'il faut l'indemniser s'il s'en va. Il faut aller chercher un autre entraîneur qui sera sûrement plus cher, parce que même si Tuchel a un beau salaire, il ne fait pas partie des entraîneurs les mieux payés en Europe. Donc voilà. Après, ouais. Donc c'est pour ça, c'est-à-dire qu'après, si tu prends Allegri ou un Pochettino, c'est encore un salaire encore plus important. Voilà, après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a quand même, malgré tout, aujourd'hui, c'est lui, ok. Tout dépendra de ce qui se passera dans les 2 finales et en Ligue des Champions. Si tu perds une des 2 finales, voire les 2, et que tu sors en quart, il aura beau te dire que je le maintiens, on sait que ce sera fini parce que c'est pas possible. Donc voilà, aujourd'hui c'est lui parce que ça s'est bien passé contre Dortmund, qu'il est en course dans tout ce qui reste. Mais encore une fois, ce seront les résultats qui, je pense, qui dicteront malgré tout ce qui se passera après. C'est ça, Olivier, de toute façon, c'est jusqu'à ce que le PSG retrouve la Ligue des Champions en août. De toute façon, Leonardo peut pas donner un autre discours. Là, avec la situation actuelle et le PSG qui est qualifié en quart, il n'a pas d'autre choix de dire que pour l'instant, Thomas Tuchel sera sur le banc du PSG la saison prochaine. Surtout pour te laisser parler après Olivier, quand on lui demande ce qui va prolonger, on dit on a le temps d'y penser. Entre guillemets, on va pousser ça un peu de côté. Et voilà. Il aurait pu dire aussi dans l'interview, dans la phrase, le Covid l'a sauvé. Non, mais. Ça aurait bien marqué ça, punchline en phrase d'accroche. Non, mais oui. Et d'une, il ne peut pas dire autre chose, puisque de toute façon, il reste la Ligue des Champions, les 2 coupes. Moi, j'ai tendance à le croire quand il dit qu'il sera là l'année prochaine. Parce que, mine de rien, se qualifier pour les quarts de finale, c'est quand même un soulagement pour tout le monde. Il joue à sa tête là-dessus, Thomas Tuchel, c'est évident. Même s'il n'a pas un soutien inconditionnel de tous les joueurs, je ne pense pas qu'il gère trop mal, moi, franchement. Après, il a eu un coup de mou. À un moment, je l'ai senti... Moi, pour le voir vraiment toutes les semaines, je l'ai senti à un moment donné au bout du rouleau, le pauvre Thomas Tuchel, franchement. Comme tu le vois sur tous les week-ends au parc, quand tu vas couvrir les matchs avec Canal, donc du PSG, tu vois Thomas Tuchel, sa relation un peu avec les joueurs, peut-être même avec Leonardo quand ils sont encore en coulisses hors caméra. Franchement, alors là, moi, je vais vous dire un truc. Vous le savez sans doute autant que moi, mais Thomas Tuchel et Leonardo, moi, j'ai pas l'impression que ce soit du fake, leur entente, quand ils se discutent, quand on les voit discuter,
il n'y a pas toujours des caméras hein, sur eux, franchement. Hein, quand Leonardo fait quasiment tous les déplacements, quand ils discutent, mais franchement, moi je trouve qu'il y a une vraie entente entre ces deux mecs. Alors, je dis pas que Leonardo préférerait pas avoir Allegri, c'est pas ça. Mais aujourd'hui, il y a une vraie volonté de travailler ensemble. Comme moi, c'est ce que je ressens quand je les vois tous les deux. Alors peut-être que Leonardo est obligé aussi, on lui a dit écoute, de toute façon Thomas Tuchel, ça sera lui, cherche personne, c'est notre choix, voilà, donc tu viens, mais tu travailleras avec lui, donc c'est peut-être pour ça, mais moi je pense que ce qu'il dit aujourd'hui, moi j'ai tendance à le croire, franchement, faudrait pas qu'il perde les deux coupes, voilà. C'est ça. C'est-à-dire que. Faudrait pas qu'il perde les deux coupes, mais aujourd'hui le rôle de Leonardo c'est de dire il est avec nous, voilà. Oui. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il va pas dire allez, il fait la Ligue des Champions et c'est fini, on prend quelqu'un d'autre. Il peut pas dire ça. Mais je pense que il n'y a pas de conflit Leonardo-Tourelle, pour être clair. Il n'y a pas de conflit. Après, peut-être que Leonardo préfère un Cador de chez Cador, genre Allegri ou Pochettino. Moi, je veux bien Pochettino. Est-ce qu'il est meilleur que Tourelle, Pochettino? Ah, non, mais oui, peut-être. De ce qu'il a fait avec Tottenham, c'est quand même, il a quand même. Peut-être. Il n'a pas eu beaucoup de moyens pour recruter sur le marché transfert. Il les a emmenés en finale de Ligue des Champions. Oui, peut-être. C'est intéressant aussi. Il y a deux choses sur Tuchel. Il y a deux arguments. D'abord, il y a la crise sanitaire qui a engendré aussi une crise économique. Donc là-dessus, ça fait partie aussi, je pense, des raisons pour lesquelles Léo parle pour l'instant d'un maintien du coach allemand pour la saison prochaine. Et la deuxième, comme vous l'avez bien précisé, ce sont les résultats. Parce que même si... parce que nous, on avait sorti un papier, Olivier, qui s'appelait... Le titre, c'était Tuchel-Leonardo, mésentente cordiale. Évidemment que les relations, elles ne sont pas mauvaises, ça c'est vrai. Par contre, il y a certains sujets sur lesquels ils sont pas d'accord. Et d'ailleurs, il avait déjà un peu dit en conférence de presse, Leonardo, en filigrane, ça sous-entendait qu'en fait, qu'il n'était pas très très fan du style de jeu que proposait le PSG. Il n'avait pas cité Tuchel, donc il avait parlé de l'équipe. Donc on sent déjà qu'il attend un peu mieux au niveau du terrain, du jeu. On avait parlé déjà de comment voyait un peu Leonardo le foot. Et lorsqu'il a coaché le Milan AC et ensuite l'Inter, il avait des idées bien définies. C'était plutôt un coach très très offensif, voire qui déséquilibrait un peu son équipe. Et d'ailleurs, il avait sorti l'expression Yacine, c'était le 4-2 fantasy, c'est ça? Fantasy, ouais. Le 4-2 non, fantasy. mais c'est évident, Icardi, voilà. C'est pas forcément le choix de Tourelle, ça on le sait. Voilà, Icardi, c'est plus Leonardo que Tourelle. Voilà, par exemple, sur les choix stratégiques de l'équipe. Olivier, il était contre la levée d'options, Tuchel. Quand il a demandé son avis, il a dit moi, si vous voulez mon avis, c'est pas un joueur qu'il faut pour le Paris Saint-Germain. Mais il se contredit parce que c'est lui qui l'a installé titulaire, il n'était pas obligé. Donc moi, il y avait une forme de contradiction dans ses dires parce que en fait, il l'a retiré juste parce que il y a eu un peu de casse dans le vestiaire, il y a eu une petite embrouille et puis directement. Il l'a mis sur le banc, il a mis Cavani. Et au début, il disait d'Icardi qu'il était bon, qu'il était fiable et qu'il méritait sa place de titulaire. Et voilà. Donc, après, Leonardo a aussi accepté des joueurs que Tourelle voulait. Oui, mais Olivier, c'est normal, il venait d'arriver au PSG et il savait très bien que les 2 dernières années, elles étaient exécrables. En tout cas, les relations entre Tuchel et Enrique, ça s'est super mal passé. C'est une des raisons pour lesquelles Enrique est parti, parce que c'était Doha qui avait choisi Tuchel. Donc, il n'allait pas arriver et faire exactement comme Enrique en disant oui, l'Allemand, c'est pas un bon entraîneur, il n'a aucun palmarès. Voilà. Je pense que Leonardo, moi, veut montrer son autorité sur Tourelle parce que c'est son supérieur. Leonardo dit c'est moi qui choisis les joueurs, c'est moi, machin. Tu veux celui-là, si on peut le faire, on va le faire. Mais bon, au final, c'est moi qui ai le dernier mot et tu devras, entre guillemets, t'adapter. Mais comme Doha a dû dire à Leonardo, tu es un entraîneur allemand, tu vas aussi un peu t'adapter à lui parce que nous, on ne va pas changer d'entraîneur tous les 2 ans encore. Tu vois ? Donc, je pense, comme tu disais, mésentente cordiale, finalement, c'est le terme peut-être qui est le mieux choisi parce qu'ils ont besoin de travailler ensemble et ils essayent de le faire en bonne intelligence. Voilà. Mais en plus, Leonardo est quelqu'un de très intelligent. C'est pas quelqu'un qui va pousser au conflit. Donc oui, je pense vraiment qu'il y a. S'il veut que ça marche, il a tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas de clash, quoi. Voilà. D'ailleurs, dans l'ITV, quand on lui demande s'il a sondé d'autres entraîneurs pour remplacer Tourelle, Yacine, alors je vous lis la phrase, avez-vous sondé Massimiliano Allegri ou Simone Inzaghi?
Je n'ai sondé aucun entraîneur, jamais, c'est important de le dire. Avec Tourelle, on a parlé, il sait tout, c'est très clair, il n'y a rien avec personne. Voilà, du Leonardo quoi. Alors, non mais après, Vas-y. Connaissant Leonardo et sa com, ayant dit ça, franchement, je le vois pas en septembre dire on se débarrasse de Leonardo, de Tourelle. Franchement, il passe pour un guignol. Ah, mais est-ce que Olivier, sauf s'il perd les 2 coupes. Tu connais le foot aussi bien que nous, voire mieux que nous. Non, mais imagine, il gagne les 2 coupes. Mais parfois, il gagne les 2 coupes et il gagne les 2 coupes, il va en demi-finale, voire même il se fait éliminer en quart de finale. D'accord ? Donc il va dire en septembre, bah non, finalement je reviens sur ce que j'ai dit. Bah pourquoi ? Parce qu'il pourra t'expliquer qu'entre-temps, il y a eu des événements qui s'est passé, parce qu'il peut y avoir une cassure dans le vestiaire, il peut faire des entretiens individuels avec les joueurs en disant, en se demandant est-ce qu'on peut continuer avec. Non, il peut y avoir plein de paramètres qui rentrent en jeu d'ici là, Olivier. Donc non, c'est possible. Oui, c'est vrai que le foot est tellement un milieu bizarre que oui. Non, je vais brancher mon iPad parce qu'il est qu'à 5%, j'ai pas envie que ça coupe. Le temps que tu branches ton iPad sur secteur, Yacine, oui, c'est vrai que voilà, il faudra de toute façon, il faudra attendre la fin d'année, mais s'il gagne les 2 coupes nationales, il n'y a pas de raison de changer. Ouais, et puis surtout, de toute façon, quand il dit j'ai contacté personne, tout le monde sait qu'il a contacté des gens parce que c'est comme ça. De toute façon, c'est le milieu qui veut ça. Tu es obligé de prendre les devants. Tu peux pas attendre le jour où ça arrive de te dire tiens, je vais me réveiller. Donc, c'est voilà, bien. Yacine, entraîneur, et Mousse, son adjoint ou directeur sportif. C'est pas mal ça. Putain, on aura une équipe de dingue là. Moi, je signe tout de suite, hein, pas de problème. Je prendrai le même salaire que Kluivert. Ouais, mais même pour un mois, même s'il dure au bout d'un mois, c'est bon. On va parler, je pense qu'on a fait le tour sur Tourelle, donc évidemment, on attendra les 2 finales de Coupe nationale et avec des champions, peut-être pour avancer un peu plus sur le cas de l'entraîneur allemand. On va partir sur la 3e partie donc, qu'on a choisi de traiter dans le podcast, sur le cas des jeunes Titi, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Ça a beaucoup fait parler ces derniers jours, notamment parce que les 2 jeunes issus du centre de formation du PSG ne veulent pas prolonger pour le moment avec le Paris Saint-Germain. D'après les informations de RMC, pour Kouassi, c'est même sûr qu'il ne voudrait pas rester au club. Je vous cite la déclaration de Leonardo, on en parle après. Sur un peu son impuissance dans ces 2 dossiers. Le règlement est cruel dans le cadre actuel avec des contrats aspirants ou pro limités à 3 ans, parce que les 2 joueurs sont en fin de contrat au 30 juin. Les jeunes conformes ont la possibilité d'être libres de s'engager à l'étranger à 18-19 ans, à l'âge où ils sont prêts à jouer. C'est terrible pour les clubs car ça nous place dans des situations complexes où on a le choix entre laisser filer ou surpayer. Au PSG, il y a de la concurrence, donc à 16-17 ans, c'est difficile de prétendre à une place. Kouassi s'est retrouvé dans la rotation sans avoir pourtant signé le contrat. C'est peut-être une erreur de ma part, car l'usage dans le milieu, c'est tu ne signes pas, tu ne joues pas. On a privilégié le niveau de performance. Yacine, ta réaction par rapport à ces... En plus, toi qui a l'habitude, qui a travaillé dans des centres de formation, notamment, je rappelle, avec les équipes jeunes à Yvan-Tonon-Gaillard, c'est vrai que c'est compliqué maintenant dans ce milieu-là. Les jeunes joueurs qui arrivent en fin de contrat, leur fin de contrat jeune et qui doivent signer leur premier contrat professionnel, ils ont le choix en fait entre signer dans le club amateur ou peut-être le projet sportif ailleurs pour avoir plus de temps de jeu ou alors être millionnaire à leur âge. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour ces jeunes-là aussi. Alors, il y a beaucoup de choses parce qu'en fait, on prend les choses un peu comme ça, de façon brutale quand on parle des jeunes et c'est plutôt entre guillemets le cœur qui parle, c'est-à-dire qu'on considère que moralement, un joueur qui est formé, il devrait signer dans son club. La première chose que je voulais dire, c'est déjà, on ne pense pas à tous ces jeunes que les clubs dégagent toutes les fins de saison, 10, 15, et dont les clubs ne s'occupent pas du tout. Ils ne font pas de sentiments avec eux. Donc déjà, ça, c'est aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire que tu ne peux pas, toi, traiter les gens comme ça, et à un moment donné, ça se retourne contre toi, malheureusement, et c'est comme ça. La deuxième chose, c'est que c'est aussi, il y a les lois. Alors là, Ray Bosman a fait beaucoup de mal là-dessus, mais il y a les lois aussi européennes avec la libre circulation des travailleurs, tout ça. Un joueur en fin de contrat, il est libre. Voilà, c'est comme ça, c'est la règle. Donc en fait, le truc, c'est quoi? C'est est-ce que tu fais signer plus tôt? Sauf que quand tu fais signer plus tôt, tu n'as pas les certitudes, donc tu prends un risque. Il y a effectivement deux paramètres qu'il faut prendre en compte pour les clubs français. C'est l'histoire des 3 ans, parce qu'effectivement, un jeune qui signe en France, il doit signer 3 ans. Et donc, alors qu'à l'étranger, c'est une règle franco-française et ce n'est pas applicable. Voilà, alors qu'à l'étranger, ils peuvent signer 5 ans. Donc déjà, c'est-à-dire que tu as la sécurité d'avoir un contrat de 5 ans. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a malgré tout un problème d'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un club allemand propose à Kouassi, je vais prendre un chiffre rond, 100 000 euros par mois, ça lui coûte 110 000 euros par mois. Quand un club français propose à Kouassi 100 000 euros par mois, ça lui coûte 200 000 euros. Donc ça veut dire que quand un club allemand peut se payer 2 Kouassi, le PSG prendra qu'un Kouassi.
Donc automatiquement, le club allemand, il peut proposer plus d'argent, c'est logique. Et il peut proposer en plus une prime à la signature, puisque c'est pratiquement ce que va payer le PSG en charge, c'est la prime à la signature. Donc tu peux pas lutter. Tu peux lutter en fait si l'entourage prend en compte plus d'éléments que le côté financier. Ça veut dire que aujourd'hui, Kouassi, on le sait, lui était plutôt partant pour rester au PSG parce que malgré tout, il a joué 13 matchs cette année alors qu'il n'avait pas de contrat. Et il a joué 2 matchs de Ligue des Champions. Son entourage était plutôt partant pour un départ à l'étranger. Pourquoi? Parce que tout ce qui va avec. Voilà. Malheureusement, et Aouchiche, c'est encore un cas différent, mais on est un peu dans le même truc. Et le problème du PSG, c'est l'image que le PSG, entre guillemets, renvoie de ces jeunes, c'est-à-dire que très peu réussissent. Et ça, c'est un problème. Et les jeunes qui s'en vont du PSG, on peut prendre Dembélé, on peut prendre Hudson Edouard, ils jouent dans leur club. Ils jouent tous. À Dortmund, à Leipzig. Voilà. Donc, parce que c'est des profils que ces clubs-là n'ont pas. Donc c'est pas vraiment vrai ce que tu dis quand tu dis que les jeunes du centre de formation ils vont pas réussir au PSG. Il y a des exemples qui te disent le contraire en fait. Je suis désolé Yacine, mais si tu prends les dernières années, chaque année dans la rotation, tu avais des joueurs du centre de formation qui ont joué beaucoup de matchs. Je te prends juste la dernière année, tu comptes les matchs de Diaby. Tu comptes les matchs d'Nkunku, et d'ailleurs Nkunku qui est rentré dans la rotation depuis Laurent Blanc, hein, tu vois. Donc, il a eu du temps de jeu et il a bien. Rappelle-toi que c'était pas assez. Mais rappelle-toi que c'était pas assez pour lui. Rappelle-toi qu'Nkunku quand il part, d'ailleurs c'est son agent c'est José-Pierre Fanfan, et il le dit, il a besoin de plus. C'est-à-dire que c'est même pas assez. Ils ont joué, ils ont eu leur chance et ils ont joué. Après ils sont partis. Mais je te dis pas le contraire. C'est qu'eux ils veulent plus parce que regarde. Regarde Nkunku à Leipzig. Il y a un à la fois. 2 minutes, ouais, juste fini. Je te donne juste l'exemple de pourquoi je te parle de Diaby, Nkunku, Dagba, tout ça. Parce que eux, quand même, ils ont joué pendant quasiment 2 ans beaucoup de matchs. D'accord? Ouais. Aouchiche, il a moins joué que Kouassi cette année. Mais Kouassi, tu l'as répété, il a fait 13 matchs. 13 matchs quand tu n'as même pas de contrat, c'est quand même extraordinaire. Ça voudrait dire que si tu signes là, et Aouchiche pareil, tu auras peut-être le double de temps de jeu la saison d'après. Donc Diaby, quand même, il a essayé. Nkunku, Dagba, tous ces gens-là, ils sont quand même restés. Le problème de ces deux-là, c'est qu'ils ne tentent même pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça coûte de signer 3 ans, même si la première année, tu te sens trahi, tu n'as pas beaucoup de temps de jeu. Là, tu pourras être en position de dire, eh ben, moi, je veux que vous mettiez sur une liste de transfert, ou bien sur un prêt. Mais moi, ce qui me gêne un peu pour ces deux cas-là, et j'arrête là, c'est qu'ils n'ont même pas essayé. Ils s'avouent déjà vaincus, alors que peut-être que la saison prochaine, avec les nombreux départs qu'il va y avoir, je pense qu'ils auraient eu du temps de jeu. Alors, je termine. C'est juste, en fait, le truc, c'est que l'entourage, j'ai pas dit qu'ils réussissaient pas, en fait. C'est que l'entourage, c'est ce qu'ils leur vendent. Et en fait, le problème, il est que tu as un joueur comme Nkunku. En fait, ce que son entourage va lui dire, c'est OK, tu joues, mais en fait, tu joues pas les matchs importants. En gros, tu es là dans la rotation, tu joues les petits matchs. Et en fait, ces joueurs-là, aujourd'hui, on est dans une génération qui veut tout de suite. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'à 18 ans, la demi-finale de Ligue des Champions, c'est pour eux. Et c'est l'entourage qui fait ça. Il faut entendre parler des entourages aux joueurs. À un joueur de 16 ans, il y a des joueurs qui leur disent l'entraîneur, il est nul, il ne comprend pas, tu devrais jouer. Et quand on te répète ça tous les jours, en fait, aujourd'hui, par exemple, quand Kouassi ne joue pas contre Dortmund, c'est Paredes qui joue. Mais moi, je suis son agent aujourd'hui. Si je prends le discours classique, je lui dis, t'as vu? T'as fait 13 matchs, mais le match important, t'as pas joué. Voilà. Et malheureusement, c'est comme ça. Et Yacine, malheureusement, c'est logique que ce soit Paredes qui joue. Moi, je trouve. Oui, non, mais justement, ça, c'est tout à fait. Mais j'explique en fait pourquoi ces joueurs sont... Je vais te dire, la nouvelle génération d'agents, pour moi, je vais peut-être dire un mot fort, pour moi, c'est le cancer du foot. C'est n'importe quoi. La nouvelle génération des agents, c'est n'importe quoi. Moi, je parlais avec un coach, je crois que c'est Christophe Galtier, il y a encore pas très longtemps, qui me disait, mais moi, j'arrive dans le vestiaire après un match, si le jeune, il n'a pas joué, je reçois un coup de fil de l'agent dans le vestiaire à 10 minutes après le match, qui me dit, mais pourquoi il n'a pas joué? Mais on est où, quoi? Et sérieusement, Kouassi, faut pas. Non, mais attends, moi, je veux bien qu'il ait. Enfin, je sais pas, Kouassi, moi, j'ai pas l'image de. C'est un mec plutôt posé. Tout ce qu'on m'a dit de lui, hein, moi, je l'ai fait en interview peut-être 2 fois, ou une fois, je sais plus. Bon, un mec assez posé. Les gens du club, même Leonardo, on en avait parlé avec Alain Laroche une fois. Leonardo nous disait c'est un très bon petit, franchement, la tête sur les épaules, etc.
je ne peux pas croire que ce soit une décision de Kouassi, du joueur lui-même, de dire je veux me casser. C'est son entourage qui a dit bon, écoute, lui il nous donne 200 000, il nous donne 100 000, t'inquiète pas, c'est réglé, terminé. En fait, Olivier, Voilà, je pense que, c'est dramatique. Olivier, je pense que l'entourage du joueur, tout à l'heure, il l'a bien dit, Yacine. Tu vois, tu as des joueurs qui sont partis sans signer au PSG et qui se sont imposés dans les clubs dans lesquels ils ont signé. On parlera du défenseur qui a évolué à Dortmund. À chaque fois, j'ai du mal à prononcer son nom. Voilà. T'as Upamecano à Leipzig, c'est ça qui joue? Il joue à Leipzig, voilà. Brahim Konaté aussi, l'autre défenseur central. T'as Ikoné qui est parti à Lille. T'as Coman il y a quelques années qui est parti pour la Juve. La Juve et après au Bayern. Voilà. Donc pour l'entourage de ces jeunes joueurs, on dit voilà, t'as vu, d'un côté, t'as les gens bien qui vont leur dire ouais, mais regarde, reste au PSG. T'as l'exemple d'Adrien Rabiot, t'as l'exemple de Kimpembe, t'as l'exemple de Sakho qui avait beaucoup joué avant de partir. Et de l'autre côté, t'as des gens peu scrupuleux. Et je pense que Olivier, on va parler des mêmes personnes, c'est-à-dire des nouveaux agents ou même des gens qui ne sont pas forcément agents, qui sont intermédiaires ou membres de la famille, cousins, grands frères, etc., qui ne pensent que de manière sur l'aspect financier et pécunier. Et du coup, ils se disent, bah, regarde, lui, il a signé à Dortmund, il a pris 1 million d'euros à la signature, il touche 80 000 euros par mois et il joue. Tu vois? Et en plus, le championnat allemand, comme il devient ces joueurs prennent de la valeur et ils sont vendus. Regarde Dembélé, il fait une année à Dortmund, il a acheté 20 millions par Dortmund à Rennes et il finit à plus de 100 millions à Barcelone. Donc ça fait tourner les têtes tout ça. Il y a d'autres exemples. Aujourd'hui, on proposera à Kouassi de signer en Grèce pour le triple de salaire, je suis sûr qu'il y va. Franchement, je suis sûr que son agent lui conseille d'aller en Grèce. Mais j'en suis sûr. J'en suis sûr. Après, excuse-moi Hugo. Hein. Non, vas-y, termine. Après, le PSG, je suis un petit peu d'accord avec Yacine, n'a pas l'image d'un club qui fait réussir ses jeunes au plus. Enfin, tu as donné des exemples, hein, Rabiot, Kimpembe, Sakho. Mais tu vois, un joueur comme Aouchiche, pour moi, il n'a aucune chance de s'imposer un jour dans l'équipe type du PSG. Aucune. C'est pour ça que alors que Kouassi, un bon joueur, Kouassi, oui. C'est ça qui est désolant. C'est que Kouassi, le mec, son entourage ne peut pas lui dire. Non mais attends, t'as vu qui t'as autour de toi, les gars? T'as quand même Presnel qui a 10 fois plus d'expérience, t'as quand même Marquinhos qui est juste un cador, t'as quand même juste Bernat à ta gauche, t'as quand même juste Marco Verratti, Neymar, Mbappé, machin. Et toi tu imposes de jouer tous les matchs en gros. Justement, vous faites bien, vous m'avez lancé sur le sujet. Je voulais parler, on va les faire traiter différemment. Pour Tanguy Kouassi, on est d'accord que la situation est bien différente d'Adil Aouchiche. Adil Aouchiche, il a joué que 57 minutes contre Metz en Ligue 1 en début d'année. Tanguy Kouassi, il a joué 13 matchs, il a marqué des buts, et en plus, donc, il a été loué pour ses qualités par Thomas Tuchel, par Leonardo. Il est apprécié pour voilà, son niveau, sa polyvalence, puisque en plus de jouer défenseur central, il peut jouer au milieu de terrain en position défensive. Là, tu lui fais de la place en ne prolongeant pas Thiago Silva. Donc, c'est vrai que les deux cas sont quand même, les deux cas ne se ressemblent pas. Il n'y a pas de comparaison, je trouve, à faire, parce que Tanguy Kouassi, pour moi, le PSG ne pouvait pas faire plus pour lui donner intégrer dans la seule différence sur les deux postes. Leonardo, Kouassi dit bah écoute, Kouassi, son entourage dit bah écoute, non, nous on préfère partir. Eh ben casse-toi. Qu'est-ce que tu veux pas rester? Bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va pas se mettre à genoux pour te garder, oh. On va pas doubler ton salaire. Ça va quoi. C'est pas Kouassi aujourd'hui. Ok, c'est un super joueur. Ok, je pense qu'il a un talent. Il a du talent ce joueur. Bon, le mec, attends, il a fait 13 matchs. Oh, du calme. Oh, c'est pas Mbappé qui défonce tout à 19 ans, quoi. Hein. Faut pas... Juste la différence entre les deux joueurs, c'est qu'effectivement, Kouassi l'a évalué à des postes où on avait besoin parce qu'il y avait des blessés, que ce soit en défense centrale et surtout au milieu de terrain, parce qu'il a plus joué au milieu de terrain. Et Aouchiche, qui pourrait être le pendant de Draxler ou Di Maria ou ce genre de profil offensif, bah, il a eu peu d'opportunités, sauf que Tuchel aurait peut-être pu le faire jouer un peu plus pour faire peut-être reposer parfois Di Maria et donner un peu plus de temps de jeu, parce que Draxler étant complètement cramé, les peu de fois où il est rentré en jeu, bon, on a compris que le football c'était plus son métier. En tout cas, voilà. Donc voilà, c'est le seul. C'est dur quand tu es coach, tu as un équilibre d'équipe. Di Maria, moi je veux bien remplacer Di Maria, mais Di Maria, je préfère reposer de temps en temps et qui est bon quand il joue. Évidemment. Draxler, je sais pas, Draxler. Il le fait jouer, oui, c'est discutable, Draxler, mais à un moment donné,
tout jeune. Enfin, il a fait confiance aux jeunes quand même, Tourelle. Là, bien sûr, Il est moi, arrivé. je critique pas Tourelle, je Qu'est-ce que dis tu veux juste qu'on- que Mais on c'était peut rien lui différent reprocher. entre Sur les deux. Kwesi, on ne peut rien lui reprocher à Tourelle. Je suis désolé, rien du tout. Le mec, il fait 13 matchs, il arrive, il a même pas de contrat pro. Oh, 13 matchs, c'est énorme. D'ailleurs, c'est ce que dit Leonardo Yacine dans ITV, hein, qui dit en fait, c'est peut-être une erreur de ma part, hein, car dans l'usage du milieu, c'est si tu ne prolonges pas, tu joues pas. Il y a les exemples notamment de Isaac Liadji à Marseille, qui n'a pratiquement pas joué cette saison et qui réclame une grosse prime à la signature, des garanties sur son temps de jeu. L'entourage. Voilà, l'entourage revient encore une C'est ce fois. qui est arrivé à Rabiot sur Antero Henrique, hein, tu vois. Donc, ça arrive pas aux jeunes du centre de formation. Hein. C'était déjà un joueur professionnel, il a été puni par Antero. Ah, tu signes pas, tu joues pas. Et la maman d'Adrien Rabiot, elle a les défauts des nouveaux agents en fait. Pourtant, elle est pas toute jeune. Elle réagit comme les nouveaux agents. C'est que l'argent qui compte, on a l'impression parfois. Non, mais malheureusement, c'est le football d'aujourd'hui. Les gamins, ils se parlent entre eux. Ils savent. Et tu sais, là, on parle de ça, mais on peut aussi prendre le cas de ces gamins qui changent d'agent au dernier moment pour aller parce qu'il y a un agent qui a fait signer un gamin et qui lui a pris 2 millions d'euros à la signature. Voilà, c'est comme ça aujourd'hui, c'est le milieu. Ils veulent tout de suite, ils veulent l'argent tout de suite, ils veulent jouer des matchs de Ligue des Champions, mais sans trop travailler non plus, parce que malgré tout, c'est pas des forcenés du travail. Tu sais que c'est exactement ce qui est arrivé à Areola. Il a quitté son agent comme ça du jour au lendemain parce que Raiola est venu et il lui a fait miroiter. Moi, je vais te mettre dans un bon club. Tu vas avoir le contrat que tu vas négocier avec le PSG, la prolongation. Et la preuve, hein, il a eu un salaire inespéré Areola au PSG. Et ce qui est dommage, c'est que Mbappé, Kimpembe ont conseillé à Kwesi de rester. C'est ça le pire. C'est que tu as aussi ses potes de l'équipe qui lui disent reste. Enfin, je sais pas. On l'a vu sur Instagram. Vous avez vu ce post commenté de Adil Aouchiche qui essaye une paire de crampes. Et Mbappé, il lui dit et tu vas le signer ce contrat. Genre, voilà. On sent que les joueurs. C'est pour ça que pour moi, je suis persuadé, ce n'est pas une décision du joueur. C'est pas la décision de Kwesi. J'en suis persuadé, moi. Moi, je pense que c'est un mec qui a la tête sur les épaules et que, il gère rien, en fait. Voilà. C'est ça, c'est souvent ça, hein, Yacine. Maintenant, les joueurs, en vrai, ils gèrent plus grand-chose. C'est leur agent qui font tout. Et en plus, on sait que quand les agents de Kouassi et Leonardo ne s'entendent pas bien, voire pas du tout. Donc, ça n'aide pas dans les relations. Et le joueur, lui, doit être un peu le cul entre deux chaises, pardonnez-moi l'expression, mais à se dire, moi, j'aimerais bien peut-être prolonger, mais si mes agents me disent, regarde les cas de Nkunku et de Diaby qui, dès leur première saison, s'imposent dans leur club et jouent toutes les grosses échéances européennes, machin, Nkunku, on le voit, il flambe à Leipzig. Voilà, ça lui donne des idées. Il se dit, pourquoi pas moi, je partirai maintenant, quoi. Attends, Yacine, je dis un mot. C'est juste pour rebondir sur ce que tu as dit. D'ailleurs, tu as raison, Hugo, parce que Diaby, par exemple, si tu prends le cas de Moussa Diaby, qui ne voulait pas du tout partir du PSG l'été dernier, Tuchel, il avait eu une discussion 10 jours avant le transfert avec son coach Tuchel. Tuchel lui avait dit, et d'ailleurs Tuchel n'était pas content qu'on vende Diaby, il lui avait assuré qu'il resterait au PSG et qu'il aurait du temps de jeu la saison d'après. Sauf que quand Leonardo est arrivé, lui, tous les petits jeunes, là, les Ensoki, tout ça, il voulait que ça parte. Il voulait que ça parte. Donc, tu vois, et ça peut aussi faire dire à Kouassi ou à Ouchi, tu vois, Diaby, lui, il a voulu rester. Tu vois, il était prêt à rester, prêt à accepter le temps de jeu qu'on lui donnait, mais il s'est fait dégager. Et ça aussi, ça peut entrer en ligne de compte lorsque tu réfléchis à T'as raison. Après, peut-être que Leonardo, au final, il dit, bon, allez, tu veux partir, je m'en branle, en fait. C'est possible aussi, bien sûr. Là, il fait le mec qui va absolument les retenir. Ouais. D'après certains médias, moi, j'avais pas eu d'infos sur ça, mais apparemment, ils ont vraiment proposé des vrais trucs, des vrais contrats. Kwasi, c'est un vrai bon joueur, hein, on est d'accord. Oui, Kwasi, c'est un joueur sur lequel il fallait proposer quelque chose, c'est une évidence. Mais Leonardo a fait de bonnes propositions apparemment, et il semblerait que c'était toujours pas suffisant pour le clan Kouassi et pareil pour le clan Aouchiche. Alors peut-être que des clubs à l'étranger ont fait miroiter des primes à la signature que Leonardo refusait de payer. Il a bien raison, parce que ce sont des jeunes joueurs, ils n'ont encore rien prouvé. Et je pense que le bas blesse là, c'est au niveau des primes et du salaire proposé. Mais pour moi, Leonardo a fait ce qu'il avait à faire. Et il a eu raison aussi de ne pas accepter n'importe quoi pour 2 gamins de 18 ans. Parce que si tu plies face à 2 gamins de 18 ans, tu as les autres du vestiaire qui sont confirmés, qui vont venir, il y a hop. Ben, moi aussi, j'aimerais bien une augmentation. Si tu donnes des salaires à des petits jeunes, et ben moi, je veux une augmentation. Et ça crée des problèmes aussi supplémentaires. Vas-y, Yacine. Il y a une autre chose aussi à prendre en compte, c'est que Leonardo, quand il est revenu, il a bien parlé du fait que le club, aujourd'hui, il était au-dessus de tout le monde. Donc, s'il se plie absolument à s'aligner sur les autres clubs avec Kouassi, il envoie le message aux jeunes, en gros, ramenez-moi une proposition d'un club, je m'aligne.
Mais le message, il est trop mauvais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, puisqu'il a parlé d'amour du maillot, du club institution, tu dois aussi envoyer le message de dire, OK, on est prêt à vous garder parce qu'on vous veut, on vous a formé, on vous veut, mais on n'est pas prêt à tout. À un moment donné, c'est à vous de comprendre. Maintenant, si vous n'êtes pas capable et qu'il faut toujours négocier en vouloir plus, salut, tant pis. De toute façon, je pense que pour élargir un peu le débat, c'est que la formation française, comme elle est aujourd'hui, avec les contrats et tout, il va y avoir une évolution. Alors, sûrement accélérée à cause de tout ce qui s'est passé, mais il va y avoir une évolution en tout cas par rapport à tout ça, cette histoire de contrat de 3 ans, alors qu'à l'étranger, tu peux signer plus, et toute cette formation, parce que tu ne peux pas finalement, malgré tout, aujourd'hui, le PSG, non, c'est Kaloulou qui s'en va de Lyon, Lyon va récupérer un truc comme 400 à 500 000 euros. Ouais. Tu vois, c'est pas possible. Tu peux pas passer du temps à former un joueur pour récupérer 500 000 euros, ou alors t'arrêtes de former finalement. Tu laisses les autres faire et puis toi aussi, tu vas donner tes 500 000 euros à la fin. Donc il y a tout ça qui est en train de se mélanger. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je trouve que Leonardo, il a fait ce qu'il fallait en proposant. L'entourage a les arguments pour faire tourner la tête du joueur. Alors là, des arguments, il y en a plein. Et après, finalement, il s'en va. Tu n'as pas à t'aligner. Tu as fait une proposition qui est très bonne. Voilà, le joueur, il veut partir. Salut, bonne continuation. Après, tu as des joueurs comme Kamavinga qui disent moi, je vais rester à Rennes, j'ai encore besoin de jouer. Voilà. Bon. T'imagines, on parle. Non, mais tu as raison de le dire, Olivier, c'est un joueur qui a 16 ans. Et lui, alors pour le coup, il a joué une saison pleine, mais il pourrait très bien partir. On voit déjà qu'il y a le Real Madrid qui serait intéressé et il arrive à garder la tête sur les épaules. Alors peut-être qu'il est mieux entouré aussi, on verra. Oui, je vois qu'il me fait des signes de la main. Donc, vous savez c'est qui son agent, Kamavinga? C'est toi. J'aurais bien aimé. C'est celui d'Ousmane Dembélé. Ouais, donc attention. C'est Moussa Sissoko, c'est ça? Ouais. Et vous va peut-être partir quand même alors. Que le jeune Kamavinga dise qu'il va y rester, je veux bien croire. Quand tu as un agent comme Moussa Sissoko, il va être prêté un an à Rennes. mais ce serait pas une mauvaise idée, tu vois. Ça serait pas mal, ça, tu vois. Oui, mais ça marche pour Rennes, mais pour le PSG, c'est pas jouable. Tu peux pas dire je signe au Bayern et je prête un an au PSG. D'ailleurs, tu avais un milieu de terrain de Saint-Etienne qui avait fait pareil, qui avait signé Arsenal et c'est un défenseur, c'est William Saliba qui a été vendu à Arsenal l'été dernier, qui a été prêté un an. D'ailleurs, je voulais en parler quand même aussi, c'est que pour Adil Aouchiche, Olivier, on parle quand même d'un joueur, apparemment ses agents ont demandé 4 millions de primes à la signature. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il aurait visité les installations de Saint-Etienne déjà. Saint-Etienne serait apparemment très chaud pour l'accueillir, donc t'imagines si tu accèdes à des demandes comme ça pour un joueur qui a 17 ans, qui a fait 56 minutes en Ligue 1, surtout, c'est un bon joueur, c'est pas un top joueur, c'est un bon joueur, voilà, un bon joueur de Ligue 1. Tu te rends compte les sommes, mais allez, moi ça me dépasse. C'est des chiffres qui sont sortis dans la presse, ça a été confirmé nulle part, et honnêtement, Saint-Etienne, qui a un club qui a des difficultés économiques en ce moment, franchement, ils sont pas capables de faire un transfert à 4 millions d'euros. Déjà, parfois, c'est dur pour un joueur lambda à 4 millions. Donc, t'imagines qu'ils vont donner 4 millions à un jeune de 18 ans qui a encore rien fait. Ouais. Non, j'imagine que c'est des chiffres qui ont dû fuiter, mais ça doit pas être voilà, Moussa Yass, vous êtes Hugo, lui, il prend 5000 balles par podcast, on est d'accord? C'est les sommes qu'il demande. Hein. Et je leur redonne 100 euros. Et je leur redonne 100 euros à chacun. Et je garde les retraites plus longtemps. Par contre, pour Saint-Etienne, ce qui peut effectivement titiller l'intérêt du joueur, c'est qu'effectivement travailler avec un coach comme Claude Puel, alors, si vraiment il l'a rencontré, déjà, en plus, voilà. Alors peut-être que le discours de Puel a plu au clan Aouchiche, ça c'est possible. C'est un coach qui fait confiance aux jeunes. Maintenant, là où j'ai des doutes, c'est que, encore une fois, c'est un club qui n'est pas très stable, avec une double gouvernance. On sait qu'il cherche des actionnaires. Alors, si l'agent d'Aouchiche est un peu au courant de tout ça, pousser son joueur vers un club dont on ne sait pas si la gouvernance va rester telle qu'elle, s'ils vont ouvrir le capital à un actionnaire étranger, etc. Je trouve que c'est pas... Même s'ils ont un bon coach, je trouve que pour moi, Saint-Etienne, je les verrais mieux dans un club comme Rennes ou Lille, qui est aujourd'hui un peu plus stable que Saint-Etienne. En tout cas, on verra ça, mais ça me permet de passer à notre dernière partie du podcast sur un peu, voilà, on a fait un peu sur le salaire d'Olivier Talaron à Canal+, c'est un sujet. 4 millions, moi je demande tous les ans. Avec la période actuelle, tu arrives encore à faire monter ton salaire. Bon. Tu n'as vraiment pas de répit pour ton employeur. Donc, on va passer à la dernière partie sur donc, le futur du projet QSI. Quel tournant adopter? Est-ce que c'est la fin d'une époque aussi avec les départs de Thiago Silva et Cavani, comme on en parlait au début du podcast? Leonardo en a un peu parlé du coup dans l'interview où le journaliste lui demande voilà, le PSG, vous aviez dit la saison dernière que le PSG allait vivre une saison de transition.
Est-ce que c'était un peu mieux que ça avec les bons résultats cette année? Et donc Leonardo répond, c'est vrai, les résultats ont été très bons jusqu'en mars. Changer des joueurs comme Thiago Silva ou Cavani, ce n'est pas neutre. Donc on va repartir sur une année de transition sans bling-bling. Ce n'est pas une stratégie qu'on a besoin de formuler, c'est une évolution naturelle. C'est vrai que Mousse, de ce qu'on voit de la part de Leonardo, même aussi avec la crise actuelle, on va le dire, hein, d'ailleurs de Leonardo dans l'interview confirme que le PSG va perdre 200 millions d'euros, va avoir 200 millions de pertes. Donc, ce qui est quand même rien pour le PSG. Ouais, mais du point. Ouais, mais 200. Ouais, quand même. Je savais pas si c'était ironique ou pas, mais 200 millions, ça fait un trou quand même. Alors, c'est sûr que on va dire la masse salariale, le prix d'un club de Ligue 1, mais voilà, ça fait quand même pas mal pour le PSG. Donc, c'est vrai que dans cette crise un peu d'austérité, le fait que le PSG, voilà, comme Leonardo l'a dit quand il est arrivé, vouloir repartir sur acheter des joueurs qui ne sont pas des cracks absolus à leur poste, une année sans bling-bling, prendre plus des joueurs qui ont une bonne mentalité pour s'adapter au PSG. On l'a vu cette année, notamment avec Pablo Sarabia. C'est une vraie politique vers laquelle le PSG va se tourner, en plus avec cet été où il n'y aura pas des gros transferts. Ouais, Sarabia, c'est Antero, non? Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, Sarabia, c'est Antero, mais ça a été quand même validé par. En tout cas, le profil de joueur. Ouais. Ça a été quand même validé par Leonardo. Et effectivement, je pense que on se dirige plus sur les prochains mercatos. Je pense qu'on va se diriger plus vers des mercatos qui seront un peu plus raisonnables. C'est-à-dire que je pense qu'on verra plus de sommes comme celles qui ont été mises à l'été 2017, c'est-à-dire 400 millions sur 2 joueurs. De toute façon, avec le fair play financier, c'est pas possible. Mais même en dehors de ça, même un joueur à 100, 110. Vous vous rappelez, à une époque, il y avait beaucoup de rumeurs sur Pogba. Il y en avait encore eu là, parce qu'on sait qu'il va peut-être quitter Manchester. Et il y avait des rumeurs comme quoi Paris s'intéresserait, Leonardo, machin. Mais Pogba, c'est pareil, ça dépasse les 100 millions. Et moi, je pense qu'il n'y aura plus vraiment de transferts comme ça. D'ailleurs, Milinkovic-Savic, si tu prends son prix aujourd'hui, tu te dirais, bon, c'est les prix du marché, 60 millions. Mais même à ce prix-là, tu as l'impression que Leonardo, il ne veut pas mettre autant pour un joueur qui a peu d'expérience en Ligue des Champions et qui joue dans un club. Alors, même si aujourd'hui, la Lazio, c'est bien, ils font une bonne saison, mais les autres saisons, c'était pas ouf non plus. Donc, je pense qu'on va vers c'est le même cas, c'est un peu différent, mais quand tu vois Koulibaly à 100 Exactement. millions, mais c'est hallucinant, quoi. Ils ont rêvé Naples. Hein. Et nous, on avait sorti un article il y a 5 mois pour expliquer que ça ne se ferait pas à cause de ça. Parce que De Laurentiis, non seulement il n'a pas besoin de vendre parce qu'il n'a pas de problème avec Naples, il n'a pas de problème économique, il n'est pas à la gorge pour vendre à tout prix. Et deuxièmement, vu qu'il avait prolongé, il est en contrat jusqu'en 2023, et vu la qualité du joueur, même s'il a 29 ans, honnêtement, je ne vois pas Leonardo parler de faire des mercatos un peu moins bling-bling et mettre 100 millions sur un seul joueur. Donc, non, mais c'est pas cohérent. Mousse, si je suis ton raisonnement, et d'ailleurs Leonardo le dit aussi, hein, il dit l'avenir du PSG c'est Mbappé, il va tout faire pour le prolonger. Mais si on suit ton raisonnement qu'il n'y aura plus de gros transferts, si Mbappé prolonge, il est là pour 6-7 ans encore, hein, parce que personne ne pourra l'acheter. Bien sûr, mais le problème c'est que, alors même s'ils ne veulent plus faire des gros deals, par contre, eux, ce qu'ils avaient en tête, c'est filer le plus gros salaire à Mbappé, le prolonger de 3-4 ans, mais vraiment une grosse prolongation, ouais. et de même, soit de le mettre au niveau de Neymar, ou même au-dessus de Neymar, parce qu'il comptait déjà sur un départ de Neymar. Et l'idée, c'était de faire partir Neymar et de filer le salaire de Neymar à Mbappé et encore l'augmenter aux alentours des 50 millions, c'est ce que touche à peu près Messi. Mais voilà, et de dire, voilà, nous, on va garder Mbappé 8 ans, 9 ans, on va le mettre à l'aise et on va articuler l'équipe autour de lui, avec des joueurs moins chers, mais beaucoup plus fiables que ceux qu'on faisait venir avant et qu'on payait très cher, du type Draxler, etc. Ouais, je suis d'accord. Ouais, non, mais c'est vrai que Yacine, on se dirige vers une politique enfin, en tout cas, un changement de mentalité. C'est plus, et d'ailleurs, Leonardo le dit aussi dans les télé, c'est plus quand il est arrivé, il fallait construire le club. Là, le PSG maintenant est un club stable financièrement, qui arrive à dégager, à générer des revenus par le merchandising, par le marketing, il est maintenant dans le top 10 des clubs, on va dire, au monde. Donc, maintenant que on va dire du point de vue sportif, marketing, le PSG est assuré, c'est plutôt sur la politique des joueurs où ça va être un peu différent. Et puis on le sait aussi, le Qatar rencontre des problèmes financiers, donc ça a aussi peut-être joué dans le fait que le PSG va se privilégier des pistes, on va dire, un peu moins onéreuses ou peut-être des joueurs confirmés mais qui peuvent s'adapter au club, dans la mentalité et dans ce que Leonardo dit, c'est qu'aucun joueur n'est au-dessus du club, quoi. Il a dit qu'il faudrait être malin aussi. Mais en fait, c'est quoi? Faudrait être malin. Il a dit qu'il faudrait être créatif. Exactement, faudrait être malin. Comme la Juve, c'est très bien le faire. Des joueurs libres en fin de contrat, comme ils ont fait pour Aaron Ramsey, notamment la saison dernière, et d'autres joueurs comme ça où ils ont souvent fait les bons coups. Vas-y, Yacine. En fait, le truc, c'est qu'au départ, tu surpayes
les transferts et les salaires parce qu'il faut que tu existes. Déjà, tu as un championnat qui n'est pas majeur et en plus, tu as un club à la base qui était un grand club français, mais sur la scène européenne, voilà. Et donc, tu surpayes. Maintenant, tu n'as plus besoin de ça quelque part. À part par rapport à la Ligue 1, mais en tant que club, tu n'as plus besoin de ça. Et je pense aussi que dans la réflexion, par exemple, la victoire de Liverpool en Ligue des Champions, elle est obligée de t'apporter quelque chose parce que quand tu vois un milieu de terrain qui te coûte pratiquement rien, entre guillemets, hein, par rapport au marché, et que tu pars avec un Anderson et un Milner et que tu vas jusqu'au bout de la Ligue des Champions, en fait, tu te rends compte qu'à un moment donné, c'est pas que acheter des joueurs à coups de millions qui va faire quelque chose. Et en fait, tu as besoin à un moment donné de te recentrer justement là-dessus sur des joueurs de club, sur des joueurs de collectif, sur des joueurs de devoir. Et donc, je pense que la réflexion, elle est là. Après, le deuxième truc, c'est que Leonardo, par exemple, il y a aussi cette image avec Verratti, capable de faire des coups. Et finalement, on attend ça aussi de lui. Et il est capable de le faire. Donc, en fait, il faut faire un mix de tout ça. Et c'est pour ça qu'il est malin dans sa com, parce que quand il dit ça va être une nouvelle année de transition, tu vas nous en faire combien d'années de transition? Mais en fait, lui, c'est ça, il est tranquille, il dit ouais, ça va être il y a eu ça, il y a eu des problèmes cette année économiques. Ça va être une année. En gros, n'attendez jamais. Mais évidemment qu'il n'y a personne qui va dire, notamment au PSG, bon les gars, tranquille, hein, de toute façon, si on ne gagne pas ça, si on ne va pas là, si on ne sort pas des poules, c'est pas grave, c'est une année de transition, ça n'existe pas. Donc en fait, c'est pour un peu calmer tout le monde. Il le redit d'ailleurs, ce qu'il a dit en arrivant, la Ligue des Champions, c'est pas, on ne décrète pas qu'on gagne. Voilà. Non, mais Yacine aussi, dans sa communication, il passe aussi le message à tous les autres clubs que Paris va pu être le dindon service qui va attaquer 20 millions de plus pour le même joueur. Plus la vache à lait, ouais. C'est ça. Voilà, et quand tu fermes la porte, il passe ce message aussi. Et quand tu fermes la porte à Koulibaly et pratiquement à Milinkovic, c'est aussi ça le message. Ok, vous voulez prendre 80 millions avec nous, ce ne sera pas avec nous, on ira voir ailleurs. Donc voilà, surtout Yacine, il ne faut pas oublier que Leonardo, son modèle, c'est vraiment la Serie A, et que lui, quand il prend les premiers clubs dans le top 5 italien, bah, tu te rends compte qu'ils ont des joueurs aujourd'hui qui sont vachement valorisés, mais qu'ils ont achetés pour une poignée de... Regarde Icardi. Icardi, il l'achète entre 13 et 15 millions quand il l'achète en 2013, je crois, ou 2000, je ne sais plus quelle année ils l'ont acheté, l'Inter. Ouais. Tu prends le défenseur Skriniar, il n'a pas dû coûter grand-chose. Et aujourd'hui, si tu veux prendre Skriniar à l'Inter, il va falloir que tu débourses 50 millions d'euros. Et nous, c'est ce qu'on ne sait pas faire, c'est ce qu'on n'a pas été capable de faire, sauf évidemment, tu as raison Yacine, avec Verratti au tout début, qui venait de Série B, c'était une très belle... Marquinhos aussi, avec la Roma, où il n'avait pas été sur... Marquinhos, il avait été payé 25 millions. Non, il a été payé 30 millions, à l'époque, c'était énorme. Rappelez-vous qu'à l'époque, ça avait ils ont mis tout... parce que c'était en 2013, 30 millions, c'était énorme. Tu l'as eu avant qu'il explose, il a fait une bonne saison Serie A et tu l'as acheté directement après. C'est une bonne affaire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, si tu vends Marquinhos, ça va être 70 millions. L'autre bonne affaire, c'était plus récemment un joueur comme Meunier. Moi aussi, j'aime beaucoup Meunier. Enfin, il est beaucoup critiqué, je pense, plus sur sa com que sur son jeu. Mais voilà, un coup à la Meunier, il faut qu'on soit capable de faire ce genre de coup. Comme je parlais de la Juve tout à l'heure, qui est spécialiste des super coups comme ça. Et nous, effectivement, c'est ce qui nous manque. C'est d'aller attraper des joueurs. C'est une question. Boubacar Camara, 40 millions, c'est un bon coup ou pas? Non, c'est pareil parce que Camara, il n'a pas assez joué. C'est pas qu'il vient de Marseille, c'est pas parce qu'il vient de Marseille. S'il vient de Marseille, que le joueur c'est un crack et que tu es sûr que pour 40 millions, tu vas en avoir pour ton argent et que tu vas même pouvoir faire une plus-value en le revendant. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Si il s'inscrit dans le projet du club en tant que Titi Marseillais, s'il traîne pas des pieds et il se bat pour les couleurs du PSG, moi, en tant que supporter, ça ne me dérange pas. Ce qui m'intéresse, c'est la qualité du joueur. Aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Et on ne va pas se le cacher, Olivier. Même si les classicos, ils marchent super bien sur Canal+, ça fait toujours de l'audience. Mais quand on observe, nous, on est un peu des observateurs du football, on sait qu'aujourd'hui, le classico, le PSG-OM ou MPG, il n'a plus autant de valeur qu'avant l'RQSI. Donc, tu vois, les joueurs peuvent faire les choses inverses. Le Marseille-Lyon a plus de... Mais moi, je suis persuadé que les nouveaux rivaux de Marseille, ce sont les Lyonnais, c'est plus les Parisiens en fait. Non, mais Camara, ça reste un joueur. Parce qu'aujourd'hui, il faut trouver des bons coups. 40 millions, c'est trop cher. Mais un Camara, aller à négocier à 30 millions, moi, je trouve que c'est pas une mauvaise idée, hein, franchement. Pour le PSG? Ouais, moi, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Je pense qu'avec 30 millions, tu peux mieux faire aussi. Tu peux acheter un joueur qui est plus aguerri, avec un peu plus d'expérience. Tu vois. J'ai retrouvé la réponse. L'Inter va acheter. L'Inter va acheter Tonali pour autour de 30 millions. Tonali, c'est une. Ah, si. Bah, si, tu regarderas. Tu verras. C'est pas mal, Tonali. Tu verras qu'il le lâche pas à 30 millions. Ah, bah, c'est ce Mousse. Bon, Paqueta, il est où? Pareil, ça a été annoncé là, vous nous annonciez des scoops, là. Et alors, Paqueta, il vient au PSG ou pas?
Paqueta, mais de toute façon, il n'y a pas que nous qui l'avons sorti, mais c'est un joueur. Mais c'est d'ailleurs lui qui l'avait fait venir au Milan, hein, c'est Leonardo. Donc c'est un joueur qu'il apprécie énormément. Après, le Milan, c'est pareil, hein, c'est pas des perdreaux de l'année. Hein, ils vont pas brader leurs joueurs. C'est normal qu'ils en attendent pardon, une certaine somme. Paqueta, si tu fais partir Draxler, moi je mets une pièce sur lui. Alors, j'ai retrouvé la réponse de Leonardo dont tu parlais Olivier tout à l'heure quand ils disent de quelle enveloppe disposez-vous pour cet été. Alors Leonardo répond je ne sais pas mais on devrait être créatif, trouver de bonnes solutions pas trop chères par petites touches car même s'il y a des départs notre effectif reste très compétitif. Beaucoup de noms circulent mais on n'a fait aucune offre, ce n'est pas le moment, on ne connaît même pas les dates du mercato et si on recrute un joueur maintenant il ne pourra pas jouer les matchs de la saison en cours. Donc, pour l'info qui est sortie aujourd'hui de la Cadena Ser sur Hernandez, ça paraît quand même curieux, parce que Hernandez, c'est très cher. Donc, Alors, c'est ça, on parle de, comme tu le dis, Mousse, de Théo Hernandez, le latéral gauche du Milan AC, qui est une des rares satisfactions du côté de l'AC Milan cette saison, et aussi de Lucas Hernandez, donc le défenseur français du Bayern, qui est un peu en situation d'échec et qui s'est fait voler sa place par David Alaba, qui a décalé à gauche, et Alphonso Davies, qui éclore. Il a fait les croisés aussi, Hugo. Il s'est fait d'un média espagnol. Bien sûr. C'est vrai que quelle info. Nasser, c'est eux donc qui annoncent que Neymar va retourner au Barça depuis 2 ans, non? Il l'a dit. Plus Mundo Deportivo et. Je plaisante. Je sais plus que. Après, c'est une info qui a été confirmée par un média allemand sérieux et par un journaliste RMC qui est suiveur du PSG. Donc ça paraît. Mais après, possible. Et sur le prix, honnêtement, c'est bizarre. Hein, franchement. Non, mais après, tu dis c'est très cher. La masse salariale est très très allégée quand même par rapport à. C'est ça. Avec le départ de tous les joueurs, je te laisse parler. Après, Yacine, ça libère 40 millions de masse salariale. C'est quand même énorme. Un club comme le PSG. C'est pas mal. Non, c'était juste de dire que ce qui paraît. Enfin, c'est toujours le marché qui va dicter aussi, mais ce qui paraît bizarre, c'est que c'est un gaucher. Thiago Silva, c'est un droitier. Il y a déjà à gauche, il y a déjà Kimpembe, Diallo. Donc, moi, c'est plus ça qui me paraît bizarre. Ou alors, ça veut dire que finalement, on compte peut-être pas sur Diallo, ou que Diallo il va être repositionné réellement comme suppléant de Bernat à gauche, quoi. Ouais. Bien ce qu'on disait, sauf si Thomas Tuchel décide de repasser à une défense à 3, voilà. Et à ce moment-là, tu peux intégrer, tu peux faire une charnière, une défense à 3 avec Marquinhos, Kimpembe et Hernandez. Mais encore une fois, Hernandez, moi, c'est le prix qui fait tilter. Même si aujourd'hui il est en situation d'échec, je pense pas que le Bayern va dire bon 35-40 alors qu'eux l'ont payé plus de 80 millions avec plus. Putain, et on serait bon au directeur sportif, nous. Hein. Je pense qu'on pourrait concocter un petit. Parle de moi, Léo, quand tu le croiseras, Olivier, dans les travées du parc. C'est ça, ouais. Yacine, souvent, ici, Yacine, tu dis souvent qu'on n'est pas les comptables du club, mais si on avait le club aux manettes, je pense que. Mais pas facile. Aujourd'hui, on te dit tu prends un joueur, allez. Tu prends un joueur pour remplacer Thiago Silva. C'est pas facile, hein. Moi, je rappelle Sami Traoré direct. Qui tu dis Je rappelle Sami Traoré. Olivier, d'ailleurs, c'est une bonne question parce qu'on en a parlé la semaine dernière quand on a fait les 8 années de Thiago Silva au PSG et pour le futur. Est-ce que pour toi, il faut remplacer numériquement Thiago Silva ou il faut privilégier une solution interne avec ce qu'il y a Kerrer, Abdou Diallo, Pembe il n'y a plus quoi non, pas Kerrer. Non, pas Kerrer, jamais. Non, mais Kerrer, il faut. Kerrer, il a la tête à l'envers depuis Manchester, les gars. Alors toi, est-ce que tu privilégierais une solution extérieure ou en interne avec les joueurs? Franchement, aujourd'hui, Kimpembe et Marquinhos, pour moi, c'est pas suffisant. Il faut un cadre derrière. Franchement, mais je sais que ça coûte cher. Et je pense qu'il faut faire l'effort. Enfin, c'est pas Diallo. Mais Diallo, on l'a pas vu assez cette année, Olivier. C'est pour ça. Il a joué beaucoup à gauche. C'est peut-être aussi le moment aussi parce qu'on l'a recruté pour ça. C'est au moment où Thiago Silva va partir. Il y a Marquinhos qui va être promu. Marquinhos, c'est le joueur le plus fiable pour moi. Mais Presnel, à tout moment, il te plante un match. Hein. Je suis désolé de vous le dire. Ouais, mais à tout moment, il vous plante un match. Il peut vous planter un match, un penalty ou autre chose. Il peut vous planter. Il peut avoir un manque de concentration. Koulibaly, c'est le profil idéal parce qu'il est costaud, il a de l'expérience, mec, c'est un monstre. Bon, 100 millions, c'est trop cher, évidemment, mais le profil, c'est d'avoir un cadre. C'est un cadre. Tous les grands clubs ont des cadres. Tous les grands clubs ont des cadres derrière, tous. Koulibaly ne veut pas évoluer en Ligue 1, ça ne l'intéresse pas. Et ça, mais je te dis le profil. Oui, le profil, je suis d'accord. Oui, sur le profil, on est d'accord. Van Dijk, le Real, ils ont Ramos. Le Barça, derrière, ils ont Piqué. Tous. La Juve, ils ont qui derrière? Ils ont encore Bonucci. Tous, ils ont tous un cadre derrière. Bonucci, je vois ce que tu veux dire. Mais tous. Kimpembe, il a prouvé que sur des grands matchs, il était aussi capable de sortir des super matchs. Alors évidemment que parfois, il
à des sautes de concentration qui peuvent te coûter un penalty. Mais je rappelle que Thiago Silva nous a coûté un penalty à Chelsea aussi et qui s'est rattrapé 10 minutes après et qui met la tête victorieuse. C'est des choses qui peuvent arriver. Kimpembe, moi, je suis content qu'on lui fasse confiance cette année. Non, mais moi aussi, c'est un joueur que j'adore, hein, vraiment. Voilà, vraiment. Mais je dis juste que Marquinhos, Kimpembe, c'est pas suffisant. Alors, peut-être que comme ils vont multiplier les matchs ensemble, peut-être qu'il y aura plus de complicité et que finalement on va se rendre compte que c'est la charnière idéale. Ils n'ont pas souvent évolué ensemble. Hein. Il fallait toujours que Silva soit suspendu, soit blessé, ou tu comprends. Donc il manque quelques automatismes peut-être aussi, tu vois. Yacine. Peut-être. Moi, franchement, le profil, alors c'est le joueur que je vais citer, mais pour moi le profil c'est un mec comme Skriniar, c'est-à-dire c'est un combattant, c'est un bon joueur. C'est pas forcément lui qui va prendre il va pas venir pour être titulaire, mais si tu le mets dans la rotation, il peut s'imposer. C'est un très bon défenseur. Il a un peu le côté que non pas. Alors il est un peu plus proche de Kimpembe, on va dire, dans le combattant. Il a moins de qualité de relance, par exemple, que Marquinhos. C'est un joueur aujourd'hui qui est estimé autour de 45 millions. Si tu arrives à le négocier à 30, c'est un très bon troisième défenseur central. Je rappelle quel le intérêt Real. pour lui de venir s'il n'est pas titulaire? Quel intérêt? Non, mais moi je parle pour le PSG. Après, le joueur, c'est autre chose. Je parle le profil. Je parle du profil. Non, mais c'est pour ça que l'idéal, ça aurait été de donner 1 an de plus à Thiago. Parce que tu vois, par exemple, le Real, ils ont OK, Varane, Ramos. Après, c'est Nacho. Bon, voilà, et c'est Militao. Militao n'a pas non plus montré des choses exceptionnelles. Donc, en général, les défenseurs, voilà, il y a que 2-3 clubs qui se permettent d'avoir du très lourd. C'est-à-dire que même le Liverpool, OK, ils ont Van Dijk, mais à côté, que ce soit Lovren ou Matip, il n'y a personne qui va me dire qu'il y a 2 ans, on m'aurait dit, ouais, tu prends un défenseur central, c'est Matip ou Lovren. Donc, ça veut bien dire qu'avec quelqu'un à côté d'eux, ils ont été capables d'élever leur niveau. Donc, c'est pour ça que moi, ce troisième défenseur, c'est un peu, je dis pas que c'est Skriniar parce qu'il est à l'Inter et tout, c'est ce profil-là, tu vois, bon joueur, capable de s'imposer, mais peut-être qu'en laissant Marquinhos et Kimpembe, ça fera l'affaire. Mais au moins, tu as ce troisième joueur-là, parce que je rappelle quand même aussi, Marquinhos a été blessé cette année. Moi, si tu parlais Kimpembe, Kerrer dans l'axe en Ligue des Champions, je ne sais pas si je regarde le match. Il y avait aussi des rumeurs sur Gabriel du LOSC. À un moment, le jeune défenseur brésilien. Bon, pareil, hein, c'est un peu inexpérimenté pour moi. Je ne vois pas l'intérêt. Sauf en doublure. C'est un Sarabia version défenseur central, quoi. Voilà. Ouais, pas trop cher, bon état d'esprit, qui est capable d'aller sur le banc sans trop gueuler. Voilà. Il y a Upamecano qui part normalement de Leipzig. Ça peut être intéressant. C'est jeune, mais bon, ça a appartenu en plus au PSG. Donc, tu vas payer un joueur que tu aurais dû faire signer pro chez toi. Bon, ça, on commence un peu à avoir l'habitude. Et alors, Hugo, toi, tu peux jouer en défense centrale? Moi, je suis défenseur central. Hein, et je suis pas cher en plus. Hein, je prends rien à la signature, moi. File-moi 15 000, 20 000 euros par mois. Moi, je signe. Olivier, c'est une question aussi qu'on s'était posée avec Mousse et Yacine. Donc, c'est pour ça que je te la pose. Tu vas quand même perdre Thomas Meunier et Kurzawa. C'est quand même plutôt, tu vois, à la place du poste de défenseur central, c'est plus les postes de latéraux qu'il faudrait renforcer en priorité. Ouais, tout à fait. C'est capital. Bernat, pour moi, c'est le joueur le plus régulier à Paris depuis très longtemps. Qu'on n'ait pas eu, franchement, c'est état d'esprit parfait. C'est le joueur des grands matchs en plus. Jamais décevant dans un grand match. Franchement, jamais décevant Bernat. Mais Bernat, il a quel âge? 33? 32? Non, Bernat, il a 26, 25 ou 26. 27. Il a 27? Je pensais qu'il était beaucoup plus vieux que ça. Bernat, 27. Bah ça va. Non, alors il faut juste une doublure jeune. Non, je pensais qu'il était beaucoup plus vieux. Et de l'autre côté, ouais, il faut au moins deux. Il y a le petit Dagba. Bon, je sais pas. Léger, Dagba, c'est léger. Ouais, je trouve que c'est très bon, Dagba, mais bon. Sérieux? Très bon, t'as dit? Ouais, je trouve que c'est un très bon. Ouais. C'est un très bon joueur, ouais, Olivier. Ouais, moi je trouve que c'est un très bon joueur, Dagba. C'est un joueur moyen de Ligue 1, honnêtement. Tu sais, Olivier, tu sais que quand il débarque au PSG en 2016, en provenance de Boulogne, il a 16 ans, pour intégrer la réserve. Quand à l'époque, le PSG va chercher Dagba à Boulogne, c'est pour qu'il intègre la réserve. Hein. Donc, tu vois, tu t'imagines déjà. Ouais, je trouve qu'il est. Moi, quand il joue, je trouve qu'il est bon. Bon, bah oui, après, je ne te dis pas niveau Ligue des Champions. Pas de risque, il déborde pas, il centre très peu. C'est pas le latéral droit moderne. Non, quoi qu'il en soit. Il faut au moins une doublure pour Bernat à gauche et 2 mecs à droite. Voilà. Oui, d'ailleurs, il y a Telles que nous, on avait sorti quasiment dans les premiers en disant qu'il y avait un intérêt. On n'en entend plus parler, c'est un truc de dingue. C'est quasiment fait. Voilà, il y avait un intérêt. Mais ça, c'est les Portugais qui avaient dit que c'était fait, mais il n'y avait que les médias portugais qui l'avaient dit, enfin un média portugais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'entend plus parler, mais c'était une vraie piste parce que nous, on l'avait sorti il y a quelques mois. Et à droite, ça, il y avait un moment le joueur polyvalent de l'Inter,
parce que c'était pas très cher. Deschilio, Non, pas c'est pour de la Juve. De la Juve. de la Juve, pardon, pas pour en faire un titulaire, mais bon, comme il est polyvalent, il est toujours, je pense, dans l'esprit de Leonardo, parce que c'est pas très très cher. Après, Euh, Télès, il vient pour être titulaire. Enfin, je viens, moi, mais s'il signe, c'est titulaire, Télès. C'est ça le problème pour Bernat, c'est que tu. Je pense pas, parce que Bernat, pour le déboulonner, moi je pense qu'il y a une mise en concurrence, Ouais. et le meilleur jouera, tu vois. Et s'il vient, si toutefois il vient, c'est ce qui n'est pas encore fait, tu vois. Ouais. Et puis, on verra, mais c'est vrai que les latéraux, là, on entend beaucoup de pistes au milieu, défense centrale, mais les postes dont on a vraiment besoin, ça circule peu, il y a peu d'infos, et moi, j'ai Surtout latéral droit. Surtout latéral droit, c'est la priorité des priorités. Je sais que c'est le marché des latéraux droits, c'est très très compliqué. Thomas Meunier, il est en fin de contrat, mais donc tu vois, moi je trouve que c'est le plus dommageable quand même de ne pas garder Thomas Meunier parce que c'est quand même certes, c'est un international belge, il a fait quand même ses matchs en Ligue des Champions. Alors, c'est pas le crack. Encore Kehrer à droite. Il reste Kehrer à droite. Mais quand tu sais que des clubs comme Tottenham veulent attirer Thomas Meunier et qu'il a l'avantage d'être gratuit, c'est sûr que les clubs vont trouver dessus. Donc, pour Paris, moi, je trouve que ça va être compliqué de remplacer, d'avoir un bon joueur à droite la saison prochaine. Il y avait la piste rennaise qui est. Pourquoi pas après Amari Traoré, on parle. Est-ce que, Amari Traoré, toi, Olivier, on en a parlé aussi dans le podcast. Amari Traoré, c'est vrai que c'est un très bon latéral droit de Ligue 1. Pour le PSG, tu dirais quoi, toi? Si, mais en doublure. Ah moi, bon, je pense que quand tu es le PSG aujourd'hui, ils te font un top joueur, au moins un top joueur à tous les postes, à la base. Un joueur incontournable. Aujourd'hui, je pense. Il faut être créatif, d'accord. Soit tu trouves un Verratti, mais il y en a très peu. Un Verratti profil latéral, un mec je sais pas, un mec hors norme un petit peu. Et il y en a très peu. Ou sinon, il faut acheter un joueur qui a l'expérience et style Bernat, voilà. Style Bernat. Combien il a coûté Bernat? 7 millions d'euros. Eh ben voilà, vous avez tout résumé. 7 millions d'euros, le même à droite. La différence, c'est que pour l'Europe du foot, ce mec-là était condamné. Il avait fait une grosse blessure, grosse opération, et il était jamais revenu avec Guardiola au Bayern, tu vois. Et donc, il avait été laissé un peu de côté, et tout le monde pensait. D'ailleurs, même quand nous on l'achète au PSG, ses premiers pas, ils sont un peu timides parce qu'il manque de compétition, etc. Et on va pas se le cacher, moi aussi. Quand j'ai vu les 2 premiers matchs, je me suis dit putain merde. Je me dis c'est ça qu'on a pris. C'est ce mec-là. Et puis, avec le temps, tu vois, on s'est rendu compte que finalement, c'était un super joueur et qui avait une bonne mentalité. Et dans les matchs de Ligue des Champions, il a été génial, quoi, tu vois. Donc, après, il faut voir. Mais c'est vrai que la priorité, je pense, pour moi, c'est plus à droite qu'à gauche, quoi, tu vois. Donc, on le sait, on l'apprend. Hein. Leonardo a du boulot cet été pour boucher les joueurs qui arriveront en fin de contrat. Et comme il l'a dit, c'était sur le plateau du CFC, d'ailleurs, pour Néné, pour parler un peu de la situation globale de Cavani, ceux qui partent de Thiago Silva, ils ont rendu des très bons services. Ils ont fait du Thiago Silva, ils ont fait du Cavani, et maintenant, place à l'avenir et au renouvellement de l'effectif. Donc, on aura l'occasion de revoir ça. Écoutez, en tout cas, ça fait déjà 1h15 de podcast, donc je pense qu'on a été complet sur tous les sujets dont on voulait traiter aujourd'hui. Je voulais te remercier, Olivier, d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir pas de souci. Merci beaucoup, Olivier. De rien. C'est un plaisir. Vous partez à Saint-Tropez, la retrouver Verratti et Neymar, non? Uniquement Hugo. Nous, on est mariés, Yacine et moi. On peut rien faire. Pareil. Moi, je suis C'est pour les jeunes. Les gars, il faut le budget quand même pour aller à Saint-Tropez. Neymar, comme ça. Hugo me disait cet après-midi que Neymar allait reprendre très vite les 3 kilos qu'il avait perdu au Brésil. Quand t'es avec la Védzi en vacances, c'est généralement mauvais signe avec l'hygiène de vie, quoi. Ça va pas trop ensemble, tu vois. Verratti, par contre, tu rigoles bien. Par contre, on se marre bien. Il y avait un article qui parlait de la Védzi, comme quoi il aurait dépensé en une semaine en Côte d'Azur plus d'1,5 million de dollars. Une semaine de vacances. Il profite. Écoute, il a gagné plein de thunes en Chine. Il a raison de dépenser. Je peux vous donner une petite anecdote. Alors, la Védzi, c'est un mec très fidèle en amitié et pas dans ses relations féminines, dans ses relations amicales. Et il achète toujours ses lunettes depuis qu'il avait signé au PSG. Il vient acheter ses lunettes à Levallois dans une boutique. Je ne vais pas faire la pub, mais bon, voilà. Et donc, à chaque fois qu'il vient en France, il passe chez l'opticien
Et il est venu juste avant d'aller à Saint-Trope. Il a acheté 17 paires de lunettes. Voilà. Mais c'est pourquoi? C'est pour les donner aux passants dans la rue à Saint-Tropez? Je sais pas, il doit enfiler à tous ses potes. 17 paires de lunettes de soleil. Voilà. J'ai vu qu'à Saint-Tropez, il y avait la petite copine de Kevin Trapp. Ouais. Et bah, mon cher Kevin Trapp, laisser ta copine en présence de la Vezzi, c'est très dangereux, mon ami. Fais attention à toi. C'est Isabelle Pagliari, c'est ça? Non, Isabelle Goulard. Ouais. Isabelle. Goulard, je crois, elle s'appelle. Ah oui. Ouais. Et Hugo, il fait style, il connaît pas, mais bon. Isabelle Pagliari, c'est la journaliste brésilienne, Hugo. Ouais, c'est ça, Isabelle Goulard, excusez-moi. Oui, je l'ai sur Instagram, Olivier. C'est avec un mannequin, toi aussi, Hugo, non? M'a dit comment elle s'appelle déjà? Non, moi je suis avec personne, moi je suis juste avec le foot. Si, regarde sur son compte Instagram, tu verras là. Je vais aller voir tout de suite. Oui, tu verras. C'est pas mal. Bon, allez, on va rester sur un podcast foot, on va arrêter le podcast people là. Bon, en tout cas, merci à toi Olivier et merci Yassine. À bientôt. D'avoir fait ce podcast avec nous. Je vous remercie, puis on se dit à la semaine prochaine pour le prochain podcast. Salut à tous. Ça marche. Ciao.